S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Salut légende, 42e épisode et deuxième partie avec King Reg, le roi de l'anecdote. Régis Brunet revient pour nous sur ses années en tant qu'agent de joueur. On parle de Guy Forget, avec lequel il organisait le trophée Lagardère Senior, puis de Mark McCormack, qui a créé le métier d'agent de joueur, et de la manière dont il a monté un tel empire avec des ambassadeurs comme Björn Borg et Tiger Woods à l'époque. Reg nous confie comment choisir un bon agent quand on est dans la peau d'un sportif professionnel. Notre invité revient sur la puissance du marché français en ayant la chance d'avoir Roland Garros pour rayonner auprès des marques internationales par rapport à des joueurs tchèques ou hongrois, dont le marché et l'exposition sont évidemment réduits. On évoque Scud, Laclais, Grosjean, Polo, une anecdote mythique de négociation avec le père d'Arnaud Di Pasquale. On passe ensuite par Noah, Mauresmo, un dîner avec Cédric Pioline qui s'en grille une et se fait plaisir avec un verre de vin la veille de sa finale à Wimbledon contre Sampras. On termine en parlant de l'expérience de Reg dans le golf, de l'évolution du métier d'agent à l'heure des réseaux sociaux et du format de jeu de ce sport que l'on aime tant. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour devenir une légende dans notre cœur et nous aider à faire connaître la chaîne. Vous avez 2 formations gratuites en description de l'épisode. La première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. La seconde pour jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. C'est cadeau. C'est parti pour presque 2 heures de bonheur. Bonne deuxième partie avec Reg et bonne écoute à tous. Salut Régis. T'as vu, j'ai coiffeur. Hein. Eh ben moi pas encore, figure-toi. Bon, tu reprends le golf? Ouais, j'ai repris hier. Putain, je suis à fond. Quoi. Putain. Je suis repris tellement fort que j'ai mal au dos aujourd'hui. Ah, mais ça, je m'en doutais. Putain, sans déconner. Quoi. Tu penses toujours que tu as 25 ans et derrière, tu es rattrapé par la brigade. C'est bon ça. Alors pour cette deuxième partie, on pourrait parler du reste des joueurs que tu as accompagnés en tant qu'agent. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais j'avais noté Escudé, Clément, Grosjean, Polo, Deep, Rosset. Je viens de lire d'ailleurs un passage du livre de Georges Degnaud sur Marc Rosset, c'est délicieux. Julien Beneteau, Nico Mahut. On pourra toucher un mot aussi de ton rôle dans le golf, justement, dans le foot, l'Open Gas de France, et puis du moment où tu es parti à la retraite, et puis ta vision du tennis aujourd'hui avec un peu de recul. Tu vois des anecdotes sur McCormack, Eh ben, on peut commencer là-dessus. Je vais rajouter un petit truc sur Guy. Guy, ça a commencé quand il est passé senior. Il était, je crois, que la dernière année junior. Il était géré par Patrick Proisy également, donc j'ai suivi le train. Et Guy, ce que je peux dire, c'est que ça a été pour moi une totale réussite. Pourquoi ? Parce qu'on a tout fait ensemble en termes de à la fois carrière sportive comme après-carrière. Ce qui était sympa de savoir, c'est qu'on a géré tous les âges à tout moment. Quand il a fait toute sa carrière, on ne reviendra pas dessus parce qu'il a fait une carrière fantastique, mais ça s'est toujours super bien passé. Mais après, on a continué à travailler ensemble. On a organisé un certain nombre pour lui de participation sur le Senior Tour. Et puis, on a fini par organiser ensemble le trophée Lagardère Senior. D'accord. Pendant 8 ans. Ça veut dire qu'on était associés, on a partagé ce business et c'était vraiment très sympa d'avoir fait en fait toute cette période avec lui parce qu'on s'entendait bien et qu'on était sur les mêmes bases, on était sur les mêmes valeurs. Guy a toujours été fantastique avec moi et c'est vrai que ça l'est toujours et c'est vrai que on partage également un certain nombre de points de vue identiques et puis il adore le golf en plus donc par contre il est vraiment bon donc c'est un peu chiant quand même parce qu'il frappe la balle très très fort voilà mais je dirais qu'on passe du temps ensemble et pour moi c'était en fait un business model qui était génial et une longue partie de mon business chez McCormack a été un succès grâce à lui. Et le trophée Lagardère dans les grandes lignes, tu peux nous dire ce que c'était ? Oui, on a imaginé à un moment donné, quand Jean-Luc Lagardère a disparu, de pouvoir lui rendre hommage parce que c'était un grand amateur de tennis et il adorait en fait venir à Roland-Garros, participer et voir le tournoi. Donc avec Guy, on s'est dit que si on proposait de lui rendre hommage par rapport à un tournoi qui pouvait être fait au Racing, là où Lagardère avait commencé à travailler, et également à Jean Bouin, c'était une bonne idée. Donc, Guy a partagé ça avec Arnaud Lagardère qui a tout de suite répondu présent.
Et on a organisé ça pendant 8 ans. On a fait venir tous les meilleurs joueurs mondiaux, à la fois McEnroe chaque année, mais également Jim Courier, Bruguera. On a fait venir également Björn Borg qui est venu participer à cette fête. On faisait une fête en l'honneur de Jean-Luc Lagardère à chaque édition. Je crois que c'était un parcours très sympa pour lui rendre hommage. Et en termes de billetterie, c'était quoi les retombées, enfin les données chiffrées? C'était un tournoi sur invitation, donc il y avait 8 joueurs, il y avait participation également à un programme le samedi matin où chaque joueur jouait avec un dirigeant d'entreprise. Il y avait énormément de colloques dans le village. Au niveau de spectateurs, il y avait pas, c'était un stade qui contenait à peu près 1500-2000 personnes, mais c'était plutôt je dirais une rencontre du business et des fans de tennis pendant 3 jours qui s'est avéré un grand succès chaque année. Et la dernière édition, on l'a fait à Coubertin pour les 50 ans de Yannick Noah. Ça fait 10 ans, sachant que Yannick a son anniversaire, là, les 60 ans, le 18 mai. On avait fêté au mois de septembre avec un peu de retard ses 50 ans et on avait fait venir Stéphane Henberg, Mats Wilander, John McEnroe. Et c'était la grande fête parce que Yannick avait bien sûr chanté à la soirée officielle. Il avait mis le feu, comme on dit, et c'était un souvenir vraiment fabuleux parce que c'était indoor, c'était très convivial et on a pu rendre hommage à tout le monde. Génial. Voilà. Tu voulais nous parler de Mark McCormack, c'est bien ça? Oui, Mark McCormack qui a inventé ce métier et qui a été un grand métier d'agent. Ce métier oui, d'agent, du coup. Ouais. Avec Arnold Palmer, Jack Nicklaus et Gary Player. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Et chaque fois, il y a une chose où il ne le présentait pas du tout. C'était sur la représentation des joueurs qui, pour lui, était sa raison principale. Parce qu'avec un joueur, on pouvait après créer des événements, des événements, ce qui voulait dire faire du sponsoring, et également gérer tous les droits marketing et également les droits de télévision. Donc, c'était son business model. Et je me rappelle très bien qu'à chaque fois qu'il y avait un joueur français ou suisse ou belge, il n'attendait pas il avait très, très peur qu'on ne le signe pas. Et à chaque fois, à Roland-Garros, c'était la réunion, en fait, où Marc était là. Ma peur, et chaque année, qui se révélait justifiée, était de le croiser dans les allées de Roland-Garros parce qu'on avait un village à l'extérieur dans le jardin des plantes. Ouais. Il y a une longue avenue. Et mon cauchemar était de rencontrer McCormack parce que j'étais sûr qu'il allait me parler, même si j'avais 9 joueurs sur 10, du 10e. Et chaque année, Marc était très créatif et il notait bien les joueurs qu'il n'avait pas. Et chaque année, donc, il me parlait il me dit, Régis, comment ça va? Tout va bien? Ton travail? Oui, écoute, Marc, je me régale, tout va bien. On a signé pas mal de joueurs et à chaque fois, il me parlait du 10e et il me disait, mais Régis, je ne comprends pas pourquoi Jacob Lasek n'a pas signé chez nous. Alors, je lui disais que, bon, peut-être que 1, il ne le méritait pas, que 2, malheureusement, il avait déjà des contrats en cours, 3, qu'il était un peu sur le tard et qu'il n'y avait pas beaucoup de potentiel, 4, qu'on avait eu les meilleurs et j'arrivais toujours à m'en sortir. Et chaque année, donc, il me disait, OK, d'accord, parfait, pas de problème. Et chaque année, et l'année d'après, il me disait, mais Régis, je comprends pas, mais pourquoi on ne représente pas Mauresmo? Alors, j'ai dit, écoute, Mauresmo, oui, malheureusement, on ne peut pas représenter Mauresmo parce qu'on a déjà signé Amélie Cocheteux qui avait gagné les juniors de Roland-Garros, qu'on avait signé Angel Sido, qu'on avait signé Nathalie Doshi, et que malheureusement, Amélie Mauresmo ne voulait pas travailler avec nous parce qu'elle ne voulait pas gérer les intérêts avec ses concurrents, ce qui était peut-être légitime, enfin bon, c'était comme ça. Ouais. Et tout ça jusqu'au moment où on arrive à un phénomène fantastique parce qu'on arrive à une édition, je ne me rappelle plus en quelle année, et je croise bien sûr McCormack parce que je n'ai pas de chance, ok, et je me retrouve dans l'allée et là, comme par hasard, Stéphane Huet, qui était un très bon joueur, mais qui n'était pas un joueur, je dirais, qui n'était pas une étoile montante, se met à battre Ivan Lendl au premier tour de Roland-Garros. Je ne me rappelle plus si c'était au premier tour ou au deuxième tour. Et là, je me dis, mais alors sans déconner, mais là, tu n'as vraiment pas de chance parce que la veille, il bat Lendl et je suis sûr que je ne vais pas y couper. Et comme par hasard, je croise McCormack qui me dit,
ce Stéphane Huet, il est quand même pas mal, non? On l'a signé ou pas? Je fais, putain, sans déconner, on n'a pas de cul, hein, je te jure. Et là, je me retrouve à dire, écoute, Stéphane Huet, ouais, c'est bien, c'est un super mec, c'est un top, mais malheureusement, il n'a pas le potentiel. Alors, imagine-toi de dire à McCormack qu'il n'avait pas le potentiel alors qu'il venait de battre Ivan Lendl. Donc, bon, l'avenir m'a donné raison, mais malgré tout, la pression était là et à chaque fois, ça me faisait toujours marrer de voir Marc parce qu'il avait toujours cette passion en fait qui était de signer les joueurs et il voulait surtout pas en perdre un. Et il avait bien raison parce que c'est ce qui faisait son succès à l'époque. L'époque qui a bien changé, mais à l'époque, c'était vraiment important de signer les meilleurs. Il te parlait en anglais? Oui, il parlait en anglais. Alors bon, j'ai commencé déjà à bien maîtriser l'anglais et j'arrivais, de toute façon, je connaissais la question et j'avais déjà la réponse en moi. Donc, je pouvais me préparer le matin en me disant, de toute façon, tu vas le croiser et puis, de toute façon, il va te dire, voilà. Donc, mais c'était toujours avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humour et c'est quelqu'un qui nous a marqué parce que c'était encore une société qui était une entreprise familiale et qui permettait en fait de s'épanouir. Après, là, les sociétés ont changé, ont été rachetées. Après, c'était des fonds, donc c'était un esprit qui était complètement différent. Mais on a eu la chance avec Patrick Proisy de participer à cette époque McCormack qui était vraiment une époque extraordinaire. Et il venait sur les 4 tournois du Grand Chelem, monsieur McCormack? Oui, sur Wimbledon, il passait 15 jours et il loupait jamais un Wimbledon. Il regardait tous les matchs, il allait voir tous les clients. C'était un vrai passionné de tennis. Sa femme, Betsy Negelsen, était une joueuse de tennis. Il regardait tous les doubles. C'était vraiment un passionné, il lâchait rien du tout. Aux États-Unis, bien sûr. On participait aux réunions dans ses bureaux parce des fois, il participait aux réunions. Donc, je vous laisse imaginer la tension qu'il y avait parce que c'était monsieur McCormack qui arrivait pour participer à une réunion de la division tennis. Donc, c'était assez particulier. Mais il s'intéressait, il savait tout sur tout le monde. Et c'était un grand fan de tennis et de golf, bien entendu, parce qu'il était du golf, mais surtout de tennis qui était sa seconde passion. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que IMG était la boîte numéro 1? Quelle était la force principale de ce mec-là? Comment il a monté cet empire? Je pense qu'il a commencé avec un historique qui jouait en sa faveur, parce qu'à l'époque, il a géré tous les champions. Donc, ça veut dire qu'on commençait déjà avec quelque chose. On pouvait parler de la société. Quelqu'un qui invente une société et qui explique un business model qui allait s'avérer judicieux, en représentant Nicklaus, Palmer et Gary Player qui étaient des stars. Derrière, c'était plus facile de signer Rod Laver, Ken Rosewall, Pierre Barthès même a signé avec lui en France. Et puis derrière, il a eu la grande idée le succès avec Björn Borg, parce que Björn Borg a été chez IMG. Il y a eu une longue histoire de Björn Borg chez IMG, et ce qui a fait que ça a été Après, il y a eu des concurrents, bien entendu, mais c'est vrai que ça a lancé formidablement bien sa société. Et puis après, il a eu Tiger Woods, et tous les Pete Sampras, les André Agassi, les Jim Courier sont passés par IMG. C'était phénoménal. Il n'y en a pas un qui n'est pas passé par IMG. C'était un succès extraordinaire. Après, c'était plus difficile de les garder parce qu'il y a eu une concurrence effrénée de ProServe et Octagon. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'était pour un joueur, être représenté par IMG McCormack, c'était un plus sur le marché, quoi. Je veux dire, ça veut dire qu'il avait du potentiel, ça veut dire qu'il avait un futur, ça veut dire qu'il y avait les meilleurs experts qui pouvaient, je dirais, s'occuper du joueur et ça rassurait énormément tout ce qui était les parents et puis tout le monde parce qu'à la fois, on gérait aussi un certain nombre de tournois. Donc, on avait vraiment la main mise sur le sport professionnel à l'époque. T'avais lu le bouquin What They Don't Teach You at Harvard Business School? Oui, bien sûr. C'était un bouquin qui était extraordinaire parce que c'était un bouquin de bon sens avec des anecdotes. Ouais. Et c'était vraiment phénoménal. Et je sais que je l'ai toujours et je lis quelquefois des chapitres parce que ce bon sens était vraiment opportun pour notre métier.
Ouais. parce que c'était vraiment très efficace et ça remettait en fait les valeurs du business à chaque chapitre était resté en jeu et c'était vraiment un bouquin qu'il fallait absolument lire pour pouvoir faire partie de la société. Il est bon, ce Marc. Alors, pour reprendre la liste des joueurs que tu as accompagnés, est-ce qu'on peut basculer avec Nico Escudé? Oui, Nico Escudé, on a signé comme un des grands espoirs du tennis mondial parce qu'il avait fait des très très bonnes performances jeunes. J'ai eu beaucoup de chance en fait de gérer Nicolas parce que Nicolas vient d'une famille extraordinaire avec une éducation top. Il a eu malheureusement le malheur de perdre son père très jeune, mais sa mère Martine nous a toujours fait confiance. Elle était toujours là, à bon escient, posant les bonnes questions. On a eu la chance de gérer également son frère Julien, qui était un international réputé de football. Il a disputé plusieurs matchs de l'équipe de France, qui était aussi un joueur vraiment d'une éducation parfaite. Et on a réussi à faire de très bons deals pour lui. Il a été chez Nike au début, après il a été chez Tacchini à la fin. Il était toujours très content. Ça a été un bonheur de le gérer. C'était fantastique. Il se passait toujours dans la fraternité, dans la confiance. Je remercierai jamais assez Nicolas et sa famille de nous avoir accordé cette confiance, ainsi que Julien dans le football. Et puis, il ne faut pas quand même oublier, c'est que Nicolas a réalisé pour moi le plus grand exploit du tennis français, parce qu'on parle bien sûr de Yannick qui a gagné Roland-Garros, on parle bien sûr de 91 et la finale de la Coupe Davis avec Guy qui a battu Sampras. Mais aujourd'hui, il faut se souvenir, et je pense qu'on n'en parle pas assez, de la performance de Nicolas Escudé, qui à l'époque devait être 30e mondial, et a réussi à battre en finale de Coupe Davis en Australie, Letton Hewitt, sur herbe, qui était numéro 1 mondial. C'est un clin d'œil à Nico, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier ça, parce que gagner là-bas, devant le public, avec une ambiance phénoménale, ça reste un des plus grands souvenirs. Moi, j'étais là-bas sur place, j'ai fait le déplacement à Melbourne, et ça reste un souvenir magnifique et bravo pour lui. Tu dis que sa maman posait les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions de l'entourage du joueur auprès de l'agent? Oui, c'est les bonnes questions. C'est savoir est-ce qu'il faut signer ce contrat? Est-ce qu'on a le temps? Ça veut dire qu'on n'a pas de pression. Ça veut dire que est-ce qu'il est bien protégé pour le futur? Est-ce que s'il gagne un grand chelem, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que que va faire la société pour lui? Est-ce que c'est une société qui va s'en occuper? Toutes les choses fondamentales, mais les choses qu'il fallait poser à l'époque. Et quand il a signé son contrat avec Tacchini à la fin, eh ben aussi c'était un bon contrat. C'était un contrat qui était par rapport au marché, savoir s'il était bon ou pas bon, quoi, je veux dire. Et ça, elle me faisait confiance. Et quand je lui disais, écoutez Martine, parce que je la vois bien entendu, franchement, ce contrat Tacchini, c'est un super contrat. Voilà pourquoi, voilà le nombre de sociétés qui ont été approchées, voilà le nombre de réponses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait connaître l'environnement de tous les contrats qu'on a pu discuter avec eux pour savoir si c'était les bons contrats, combien d'années par rapport à son âge et quelle est la protection. Et puis éventuellement, également parler de tous les bonus des tournois qui étaient bien négociés. Voilà. Et plus globalement, qu'est-ce que tu recommanderais aux parents pour choisir le bon agent parmi tous ceux qui peuvent promettre monts et merveilles? Le bon agent, aujourd'hui, c'est très simple, c'est qu'un joueur de tennis qui a du potentiel, qui veut en faire sa carrière, il faut arriver à choisir celui qui a pignon sur rue, celui qui a déjà une société derrière lui, celui qui est fiable, et puis bien connaître le business du tennis en général et avoir des références. C'est très important d'avoir des références et savoir également qu'est-ce que le joueur attend d'un agent. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'un agent? Ça peut être un relation publique, ça peut être un financier, ça peut être quelqu'un qui va optimiser les taxes, c'est quelqu'un qui va faire des placements. Je veux dire, il faut bien attendre ce que la famille et le jeune soient en considération de pouvoir demander, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on est arrivé dans un phénomène de réseaux sociaux qui est très important pour que derrière, il y ait une stratégie qui se mette en place.
Si aujourd'hui le joueur veut être numéro 1 mondial, est-ce qu'il a les capacités? Est-ce que l'agent va pouvoir faire face aujourd'hui à ce potentiel ou pas? S'il doit être numéro 1 mondial et que l'agent pense qu'il va être que 50e, il faut qu'il soit sur la même longueur d'onde, quoi. Je veux dire, on passe par 50 et puis derrière on gravit des échelons, mais il peut pas promettre la lune. S'il promet la lune, c'est très malsain parce que à un moment donné, il pourra pas aujourd'hui convenir, il pourra pas donner ce que le joueur attend. Donc ça sert à rien de. Il faut avoir confiance et il faut être persuadé que l'agent ne va pas vous caresser dans le sens du poil, mais va vous dire la vérité. Un agent est là pour dire la vérité. Il n'est pas là pour cacher quoi que ce soit. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que si à un moment donné, il joue un jeu qui n'est pas le jeu de la franchise, le contrat n'arrivera pas à son terme. Yes. Alors Arnaud Clément, que peux-tu nous en dire, Reg? Arnaud Clément, c'est l'ami de la famille. C'est quelqu'un que je connaissais de famille parce qu'il était à Aix-en-Provence et qu'on avait de la famille, pas de la famille qu'on connaissait bien. C'est quelqu'un que j'ai vu tout petit et c'est quelqu'un avec lequel j'avais joué à l'époque comme ça pour le faire jouer un petit peu et c'est quelqu'un qui m'a toujours étonné par sa volonté, une volonté de faire, il sait ce qu'il veut, il est un peu introverti, mais à un moment donné, quand il décide, il va au charbon, il met les mains dans le cambouis et il lâche rien. Et moi, j'ai toujours aimé Arnaud depuis le plus jeune parce que il restait à sa place, il gagnait ses matchs, il était, une éducation là aussi formidable de la part de ses parents et de sa famille, mais c'est quelqu'un de fiable, authentique, qui a son franc-parler, mais qui est toujours intéressant et qui est toujours, crédible. Donc Arnaud, il a fait une carrière très sincèrement. Alors quand on dit aujourd'hui il a fait une carrière, pour moi il est allé au bout de sa carrière. Il a obtenu le maximum de son talent, de son physique, de sa taille. Ok ? Ça veut dire qu'il va pouvoir, aujourd'hui il peut regarder derrière, il dit j'ai fait le maximum. Ça veut dire que j'ai pris mes coachs, je les ai payés, j'ai pris mon entraîneur physique, j'ai voyagé, j'ai gagné mes matchs, j'ai fermé la gueule, j'avais des périodes hautes que des périodes basses, mais il a fait le maximum à chaque fois qu'il rentrait sur le court, c'était le maximum. Et ça, c'est complètement authentique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joueur qui peut se dire aujourd'hui, et là aussi, comme Nicolas Escudé, il a fait une performance inégalable, la finale de l'Australian Open contre André Agassi. Mais quand on réfléchit à savoir quelle est la difficulté pour être en finale d'un grand chelem, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Extraordinaire. Ça veut dire que pendant 15 jours, en travaillant et en jouant pendant 5-7 sur un certain nombre de matchs, il a réussi à battre Sébastien Grosjean en demi-finale, alors que Sébastien était, je dirais, plus talentueux que lui, mais ça a été un combat fantastique et il a fait une carrière qui est extraordinaire et je lui souhaite de pouvoir continuer parce que il mérite, c'est vraiment quelqu'un d'authentique, quelqu'un de bien et il mérite vraiment d'avoir une après-carrière à la hauteur de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et surtout d'un point de vue d'agent, quels ont été les plus beaux deals que tu as pu faire avec lui J'ai fait un deal parce que c'est ce qui est marrant, c'est marrant que tu me poses la question parce qu'un jour, je l'avais pris, Arnaud était un peu je sais pas mon préféré, mais j'adore Arnaud. Et il avait gagné quelques matchs. Et il partait en Australie. Il me dirait qu'est-ce que tu penses de mes contrats et tout ça. J'ai fait, écoute, tu sais Clem, et on va la jouer à l'envers. Écoute, je vais aller chez Lacoste. Regarde-moi, j'ai rendez-vous à 3h. S'il veut pas te prendre, ok, je vais aller au club Lacoste. Je vais te prendre des affaires et tu vas aller avec eux et tu vas me leur montrer si tu veux que tu es un bon, que tu es même pas un bon, mais que tu es un très bon vieux. Il me dirait, ok, pas de problème, ok. Donc, je vais à 15h, je vais voir mon ami Jean-Claude Fauvet, qui était responsable, en fait, de Lacoste et tout le sponsoring. Et je lui dis, écoute, Jean-Claude, tu me fais confiance, on a fait quand même pas mal de deals, on a fait Guy, on a fait Arnaud, est-ce que tu me fais confiance ou pas? Il fait, bien sûr que je te fais confiance. Ok. Et il me dit, écoute, j'ai un petit jeune là, et je veux pas qu'il aille ailleurs chez Lacoste. Ça va être un avion, vieux, ok. Il va être dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Je te mens pas, mais maintenant il faut que tu me le prennes. C'est impératif. Voilà, je t'ai amené une petite proposition pour commencer, mais crois-moi, celui-là, tu es obligé de le prendre. Tu me le fais pour moi, mais je veux qu'il soit chez Lacoste. Il avait quel âge là, Arnaud?
Il devait avoir 19, 18, 19. Il était jeune. Tout départ. Il était jeune, il partait en Australie, je me rappelle très très bien. Et Jean-Claude me dit, oh écoute, on va voir, laisse-moi ta proposition, mais je peux pas te la signer, on va voir, on se reverra dans 2 mois, tout ça. Il me trimballe un peu, normal. Ok, je suis habitué. Et là, j'ai dit, écoute, Jean-Claude, ok, d'accord, ok. Bon, bah, tu sais ce que je fais, je vais aller voir Michel Fermier, qui est à la boutique, avec Michael. Bah, je te dis, je vais prendre des chemises. Il me dit, oh non, tu peux pas faire ça. Je dis, ouais, je vais faire ça. Je vais prendre des chemises, il va partir avec, et je vais te dire, et il va jouer. Par contre, la proposition que tu as là, si tu me la donnes pas, elle va être relevée à la hausse parce que le mec, il va te surprendre. Et il me dit, ah oui, bien sûr. Il se met à rigoler parce qu'on avait quand même une relation qui était assez proche. Et donc, je vais voir mon copain Michael à la boutique et j'ai dit, Michael, voilà, le gosse, il a telle taille, tu me mets un sac, et je veux surtout que tu sois comme d'hab, que tu sois généreux parce que le gosse, c'est un bonheur. Okay, il me dirait, pas de problème. Et j'arrivais, il m'a laissé un sac, il a fallu 2 épaules bien construites pour pouvoir le porter jusqu'à ma voiture. Et la voiture, elle a dû rayer le parquet, le bitume rue de Rivoli parce que j'étais sur l'échappement. Donc, j'ai amené ça à Arnaud qui m'a fait confiance, qui a commencé à jouer avec Lacoste et qui a continué toute sa carrière à jouer avec Lacoste avec des deals qui étaient très sympas et il s'est éclaté parce qu'il a vraiment apprécié d'être chez Lacoste. Mais voilà son début. Et c'est vrai qu'il a tellement bien joué qu'après, Jean-Claude a été obligé, il était très content de signer Arnaud parce que quand il arrivait lui aussi, il n'avait pas son McCormack à lui, mais quand il avait René Lacoste qui lui disait pourquoi on n'a pas signé X, Y, Z, il faisait la gueule aussi. Donc on a eu un échange de bons procédés avec Lacoste qui a permis à un moment donné de signer quelques joueurs qui étaient franchement à l'image Lacoste, les Français, les bons accrocheurs, un peu comme le Crocodile, la notoriété du Crocodile qui était bien connue, c'est qu'on lâche rien sur le court, on se défonce, on essaye de gagner un match et on sort avec le sourire. Donc c'est toi qui établissais les montants des contrats en fonction de la carrière du joueur, son évolution, sa progression et qui revoyait l'évolution du contrat au fur et à mesure? Oui, alors là, très sincèrement, ça dépendait de la concurrence. Quand j'allais voir, je dirais Lacoste, je savais ce que Nike voulait faire, je savais que Reebok voulait faire, je savais ce qu'Adidas voulait faire, Tacchini, Fila et tout ça. Donc j'avais une idée du marché. Donc il fallait que ça soit, quand le joueur était jeune, il n'avait pas trop réussi, les fixes étaient bas, mais les bonus étaient conséquents. Donc quand le joueur a un peu plus de notoriété, il est évident que le fixe était plus important et les bonus étaient un peu moins importants. Mais on savait à peu près entre toutes les sociétés qui étaient capables de mettre temps et temps. Et on a très bien travaillé parce que il y avait des joueurs chez Lacoste, il y avait des joueurs chez Nike, il y avait des joueurs chez Adidas et chacun avait 1 ou 2 joueurs français. Mais le joueur français était important parce que il y avait de la notoriété grâce à Roland Garros. Il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, si un joueur français joue bien à Roland Garros, il va être sous les feux du projecteur et il va être rapidement une star. Plutôt qu'un joueur tchèque ou un joueur hongrois qui aura beaucoup moins de possibilités qu'un joueur français de percer, quoi. Et les hauts-clés de Arnaud, c'est toi qui les avais négociés aussi? Le contrat hauts-clés? Les lunettes? Le contrat hauts-clés, oui, alors le contrat hauts-clés, c'était un contrat qui était un contrat parce qu'il avait des problèmes je ne me rappelle plus, mais des problèmes de vue. Hauts-clés était la seule société qui était capable de lui corriger tout ça. Donc, c'était un contrat qui était un contrat de prestation d'équipement, mais qui n'avait pas de contrat financier. Voilà. Mais on l'a beaucoup vu, et il a été approché pour des contrats, mais il n'y avait que Oakley qui pouvait lui donner ça. Et Lacoste n'a jamais voulu faire de bandana? On a pensé à l'époque pour essayer de créer une sorte de bandana, mais non, c'était à l'époque où c'était la famille Lacoste qui gérait. Donc, au niveau créatif et au niveau, c'était un peu différent de toutes les sociétés actuelles. C'était plus le piqué qui était là, c'était la tradition et c'était beaucoup moins l'originalité. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que Arnaud, c'était pas ton préféré. C'était lequel ton préf? Non, c'était un de mes préférés. D'accord. Oui. Non, j'ai tous ceux dont je parle. Arnaud, c'était un de mes préférés. Pourquoi? Parce qu'il était du côté d'Aix-en-Provence, à côté de Marseille.
Je connaissais sa famille et je l'ai pris tout petit et il était nickel. Mais Scud, c'était pareil, j'adorais. Je crois qu'on peut faire ce métier que si jamais on a cette relation. Ouais. J'ai eu un certain nombre d'autres clients où j'avais pas cette relation et je faisais pas du bon boulot. Pour aimer ce métier, il faut avoir cette complicité et bien s'entendre pour être sûr de ne pas se brouiller, parce que se brouiller dans ce métier, c'est une catastrophe. C'est pas possible. Quand tu disais que tu as présenté Arnaud, tu disais au représentant Lacoste, tu peux me faire confiance, je t'en ai déjà emmené d'autres. Ouais. Qui t'est arrivé de présenter quelques joueurs et de totalement te foirer sur leur carrière? Oui, je me suis foiré un certain nombre Oui, bien sûr que je me suis foiré, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que mon côté peut-être marseillais, mais je vendais toujours un numéro 1 mondial. Et malheureusement, il n'y en a qu'un, de numéro 1 mondial. Donc, j'avais tendance à rajouter 25 à 30% d'espoir supplémentaire par rapport à la capacité et au potentiel du joueur. Mais ça, c'est de bonne guerre, mais j'ai pas un contrat où je me dis tiens, là je me suis planté parce que j'ai fait un hold-up. Non, on fait pas de hold-up. On arrive quand même à avoir des contrats où on a des bonus et des malus, donc automatiquement il n'y a pas de mauvaise surprise. Ouais. Oui, c'est lisse, c'est pas des mauvaises surprises. Alors après, il y a effectivement à un moment donné des fixes qui sont un peu plus importants que d'autres ou des bonus qui sont plus importants, mais je dirais dans la globalité, il faut dire à 90%, tout a été, fait dans les règles et par rapport à un marché. Seb Grosjean, du coup, pareil, plus beau deal et puis une anecdote ou deux pour nous. Seb, qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux pas dire sur Seb, que j'adore. Seb est marseillais, je connaissais très bien ses parents, qui étaient à Pralou, là où j'allais en hiver au ski. Il était à Marseille, un grand espoir, énormément de talent, entraîné par Bernard Fritz, qui était son deuxième père. Tu l'as rencontré à Marseille? Oui, je l'ai rencontré à Marseille. Et puis bon, on se connaissait, je l'ai vu grandir, hein. Donc c'était plus facile. Et puis Seb, à un moment donné, il perce. Il était peut-être un peu en retard au niveau jeune, mais après il s'est développé. Il avait un coup droit, c'était fabuleux. Il pêche de coup droit, agile, bien d'un très très bonne main, et puis il a commencé à gagner des matchs, et puis on a commencé à travailler ensemble. Tout allait très bien. Là aussi, je l'ai mis chez Lacoste, parce que non, il était chez Reebok, pardon. Il était chez Reebok, il était géré par Jean-Jacques Chéry au début, et il a fait une carrière, une très très bonne carrière. On sait après ce qu'il a fait, et puis après, vous savez, dans la vie, pour nous, en tant qu'agents, il faut arriver à parler aux gros interlocuteurs qui ont la décision. Donc, au début, c'est les parents, après, c'est la petite amie, après, c'est la femme, hein, comme je l'avais dit auparavant. Donc, il faut voir. Et puis après, il a décidé de me quitter pour des raisons que je n'ai pas envie d'en parler. Mais grâce à moi, quand même, il a pu rentrer chez Lacoste à un moment donné où c'était pas évident, et on l'a fait rentrer chez Lacoste. Et après, il est parti chez Octagon, je crois, où il a dû rester peut-être 1 ou 2 ans supplémentaires. Mais après, il a volé de ses propres ailes. Mais moi, j'adorais Seb. Seb, c'était vraiment le Marseillais dans toute sa splendeur. Et on s'est régalé. On a toujours des anecdotes. On prend toujours du plaisir à se rencontrer. Et il fait une remarquable après-carrière. Donc, je suis très content pour lui. Tout va bien pour lui. Et surtout que ça continue comme ça. Mais c'est un type charmant. Paul-Henri Mathieu? Paul-Henri Mathieu, oui, une anecdote. Polo, je le prends à 15-16 ans, je me rappelle. Je vais à Strasbourg, on voit ses parents, on décide de travailler ensemble. Il est à l'INSEP, à la fédération. Il se plaît pas beaucoup à l'INSEP. Il y a du brouillard, il y a du vent, il y a de la pluie. C'est pas son truc. Et un jour, il vient me voir, il me fait, c'est avec ses parents, parce que c'était plutôt ses parents qui géraient ça pour lui. Et il me dit, Régis, je sais que vous avez l'Académie Nick Bollettieri fait partie du groupe IMG McCormack, donc j'aimerais bien aller faire un stage de 10 jours là-bas pendant l'hiver. Ouais. Je lui dis, écoute, ouais, c'est une bonne idée, il n'y a pas de problème, je t'organise ça, tout va bien. Même si la fédération n'était pas très contente de laisser partir un jeune comme ça à 15 ans en stage, parce que c'était quand même des concurrents pour la fédé. Donc, et en plus, il était géré par 2 de mes amis, Louis Porfiga
à l'époque et Hervé Gauvin. Donc, difficile pour moi d'aller les voir et dire il va faire un stage chez le concurrent au Soleil à Miami. Donc, on se prend un peu la tête, mais on est trop amis pour aujourd'hui pour que ça aille plus loin. Mais voilà, et puis il va faire ses 10 jours là-bas à Bradenton. Il rencontre Nick Bollettieri, qui lui aussi est un vendeur extraordinaire. Il me rappelle, il me dit Régis, Paul-Henri, il faut que tu le laisses. Ce mec a un talent fou, je vais en faire un champion. Il faut savoir, c'est que Nick Bollettieri gérait à l'époque Sampras Agassi Courrier, qui était passé par là-bas. Donc l'académie avait une espèce de aura fabuleuse. Je lui ai dit, écoute, on va voir avec Paul-Henri, et puis on te rappelle. Et Paul-Henri rentre, et il vient me voir, et il me dit, écoute, moi j'aimerais bien aller à l'année là-bas. Je dis, écoute, à l'année là-bas, ouais, mais enfin bon, tu es à la fédération, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux faire? Moi, j'ai pas de problème, enfin bon, il faut que tu ailles voir, parler d'abord à la fédération qui t'a aidé jusqu'à maintenant, pour pouvoir leur expliquer. Donc il y va avec les parents, et puis il décide d'aller faire un stage à long terme. Donc, j'appelle Nick Bollettieri, j'appelle IMG parce que ça coûtait effectivement beaucoup d'argent. Ça coûtait 50 ou 60 000 dollars à l'époque. Et je demande à IMG donc de pouvoir consentir à l'aider et à payer ce fee pendant chaque année pour Paul-Henri pour qu'il puisse aller à l'université. Wow. Donc, il est resté, mais à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et puis, moi, franchement, j'y croyais énormément parce que ça changeait un peu du système français. Je pense que également travailler en hiver au soleil, on travaille plus facilement. Et j'ai expliqué aussi à la fédération que c'était peut-être un bon moyen de faire un test et que l'important c'était la volonté du joueur et qu'il fallait pouvoir être différent pour pouvoir réussir. Donc il est parti, je me rappelle plus, pendant 2-3 ans là-bas. Ça s'est bien passé. Il a beaucoup travaillé. Je pense qu'il s'est aguerri. Il a fait une carrière qui est celle qu'il a fait, qui est une très belle carrière. Il aurait pu toucher le jackpot s'il avait fini son match contre Youzhny à Bercy, à notre plus grand regret. Et là, malheureusement, il a un peu paniqué, mais il a fait une carrière assez bonne dans l'ensemble. Je pense qu'il avait le potentiel pour faire peut-être un peu mieux, mais après, vous savez, il y a beaucoup de… Tu sais, il y a le mental, il y a le physique, il y a le timing, il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, ça passe, comme peut-être… un Arnaud Clément l'a fait ou un Nicolas Escudé. Lui, bon, il est peut-être resté hacké, il n'aurait pas eu cette chance-là. Je pense qu'il a eu 2-3 chances pour le faire, il les a pas saisies. Il a fait quand même une remarquable carrière et c'est quelqu'un je dirais qu'il faut féliciter, quoi. Il a fait une belle carrière. Est-ce que c'est toi qui l'as fait signer chez Adidas et pourquoi pas chez Lacoste du coup? Alors Adidas, oui, c'est vrai, et il n'a pas signé chez Lacoste. Là aussi, c'est pareil, c'est qu'il a commencé chez Adidas et Adidas étant en contrat avec Bollettieri, à l'époque, n'a pas voulu le lâcher et il avait un gros potentiel, Paul-Henri. Donc, quelqu'un qui a un gros potentiel et qui signe dans une première société, il a toutes les chances de rester jusqu'à la fin, quoi. Parce que si jamais on veut se battre contre Adidas, il va falloir, il faut savoir, c'est que dans les contrats, Adidas, qui était là au début, a toujours le droit de matcher la meilleure proposition. Et c'était toujours difficile de faire monter une société. Alors, ce qui était un peu mon but, c'était de faire monter la société pour que derrière, ils puissent avoir un meilleur contrat. Mais on n'a pas réussi, en fait, à trouver une société. Pourquoi? Parce que il était toujours un peu en dedans et Adidas a toujours voulu le garder parce que il était en plus de Strasbourg. Donc, Adidas est de Strasbourg. Et c'était un peu l'enfant d'Adidas, c'était l'enfant de Bollettieri. Donc, tout ça a fait que ça a resserré les liens avec Adidas. Et il est resté jusqu'à, je crois, toute sa carrière avec eux. Il était chez Wilson, je me souviens à la fin. Les 50-60 000 euros que vous avanciez pour les coûts de l'académie, est-ce que c'est un deal où après, une fois que le joueur est sur le circuit, il le rembourse avec un pourcentage de son prize money ou c'est donné, c'est cadeau Non, c'est cadeau. Ça veut dire qu'on investissait sur un joueur. Et puis, ça, c'était mon rôle, de demander à ma société, de dire, attends, là, on a un bon, il a besoin d'aide aujourd'hui, il n'a pas les fonds pour ça, il faut que vous m'aidiez à ce que on puisse faire un bout de chemin ensemble et c'est le bon moment pour essayer de lui faire passer un palier, quoi, je dirais. Tu sais, quand tu, à un moment donné, tu vas voir IMG, c'est la même société, donc c'est des budgets différents, donc quand Nick gère Sampras Agassi Courrier et qui dit je vais en faire un numéro 1 mondial, c'est plus facile de donner 50-60 000 euros
dollars, enfin peu importe. Mais c'est donc ça s'est fait, mais on a été très content de pouvoir l'aider. Après, bon, je crois qu'il fallait le faire, on l'a fait, et puis après, voilà, l'histoire nous a fait, ouais, c'est comme ça, c'est bien. On était Yes. très content pour lui. Notre ami Deep, Arnaud Di Pasquale. Oh, Deep, c'est Deep, c'est des contrats très jeunes, hein, déjà. ouais, c'est des contrats très jeunes. À 15 ans, je vois Deep, il est au championnat de France. Le gosse, il est beau gosse, il bouge bien, il a la tchatche, j'en fais tout de suite. Puis il a du potentiel, il a un bon œil, je vois qu'il bouge bien, il m'intéresse, il a du talent. Et je me dis, bon, allez, on attaque. Donc je vais le voir, ouais, bon, est-ce que je peux voir tes parents? Ben, oui, tu peux les voir, mais c'est sympa, mais ils sont au Maroc. Je dis, bah, écoute, ok, d'accord, ah bon, ok. Bon, je connaissais un petit peu toute son histoire parce que j'étais pote avec Dominique Poé, qui était son coach à Poitiers. Et donc, je lui demande les numéros de téléphone de son père, parce qu'il avait perdu sa mère quand il était très jeune. Donc, et j'appelle son père. J'ai dit, écoute, bonjour Monsieur Di Pasquale, j'aimerais bien venir vous voir. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Bon, un peu froid. Et il me dit, bon, écoutez, si vous voulez venir, venez dans 15 jours, telle heure, 6 heures du soir, un mardi. Je dis, écoutez, je serai là, Casablanca. Et me voilà. T'as vraiment une vie de dingue. Et me voilà et puis je prends l'avion, je vais à Casablanca, je prends mon petit taxi marocain et j'arrive en bas, je sonne, j'espère juste qu'il a pas oublié le rendez-vous ou que tout va bien ou qu'il est là parce que j'ai dit autrement je suis mal. Et donc il me répond, voilà, et on commence à s'installer dans le salon, je m'en souviens très très bien, et puis je lui fais petit A, petit B, petit C, petit D. Je veux dire, votre fils, voilà, il dit rien, il ferme sa gueule, et je le sens, ouais, il connaît pas en fait pour ce qu'est un agent, il apprend, il commence à me poser 2-3 questions. Oui, mais mon fils, il est dans la charpente, donc c'est un taulier, il a l'habitude des négociations, et moi je suis le petit blaireau qui arrive de Paris et qui est là pour gérer ses intérêts financiers. Donc ça veut dire que gérer les intérêts financiers de mon fils, mais attention, vous ne savez pas où vous allez, quoi. En fait, c'est un peu le style, quoi. Et j'ai fait, écoutez, Monsieur Di Pasquale, voilà, moi, voilà comment je vois les choses. Hein, voilà ce que je vais gérer pour lui. Je vous ferai un rapport, tout ça. Et à un moment donné, il me fait, bon, ok. Voilà qui je représente. Voilà ce que j'ai fait, parce que c'était déjà, je pense, renseigné. Ouais. Voilà ce que j'ai fait. Voilà tout ça. Moi, votre fils, c'est ma priorité, bien sûr. C'était tous ma priorité, hein, c'est clair, parce que j'avais quand même 24 heures dans la journée, donc pouvait avoir une priorité par heure, donc ce qui était possible, mais c'était vrai en plus, c'était ma priorité. Et j'ai dit, bon, votre fils, très sincèrement, il va être très fort, il va être dans les 5 meilleurs joueurs du monde, il a besoin de quelqu'un qui gère ses intérêts pour lui, vous vous rendez compte, il y a tellement de gens qui sont autour et qu'il a. Et là, quand il m'arrête, il me fait, bon, ok, j'ai compris. Donc, sachez que je suis approché par Procer, je suis approché par Octagon, je suis approché par X, Y. Je fais, oui, je sais, Monsieur Di Pasquale, mais aujourd'hui, vous devez avoir les meilleurs, quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas ne pas avoir les meilleurs pour votre fils qui était sans capital, quoi. Je veux dire. Il me fait, bon, ok, j'ai combien de temps? Je dis, vous avez le temps que vous voulez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais moi, très sincèrement, je suis venu à Casa, j'aimerais que je vais vous soumettre un contrat, regardez, c'est un contrat qui est là, voilà pourquoi, toutes les clauses, et puis très sincèrement, moi je ne veux pas partir d'ici, moi je m'attache au radiateur, mais j'ai trop envie de m'occuper de votre fils, quoi. Et je commence à la jouer au sentiment. Quand Octagon vienne, je m'en fous, moi de toute façon ils sont pas bons, donc je crains rien. Procer, il crève la dalle, non, il n'y a qu'un taulier, c'est moi, quoi. Et je me vends, mais grave de chez grave. À la fin, il me fait, bon, il me regarde, il me fait, je vous donne les intérêts financiers de mon fils. Mais je peux vous dire, si vous vous plantez, je vous lâcherai pas. Du style, et à moi, je te les laisse, ok? On va travailler ensemble, ok? Tu me parais bien comme mec, ok? Mais c'est mon fils, ok?
alors tu fais attention et tu fais le meilleur travail. Parce que si tu fais pas le meilleur travail, je suis derrière. Et je dis Pasquale, je le ferai le meilleur travail. D'accord? Vous pouvez me faire confiance. Ok? Tous, ils m'ont fait confiance, donc vous pouvez me faire confiance. Et il me dit, bon, ok, mais je suis dans la merde. Je fais, pourquoi vous êtes dans la merde, M. Di Pasquale? Ben parce que j'ai Octagone qui vient demain à 17h. C'est énorme. Écoutez, M. Di Pasquale, appelez-le maintenant. Ça ne sert à rien qu'il vienne. Je ne voulais pas qu'il vienne, bien entendu. Ah oui. J'ai pas envie qu'il vienne. Vous allez perdre votre temps. Ils ne sont pas bons, ok? Bon, ils disaient ça pareil de nous. Hein. Ils ont trop de clients, ou peu importe. Hein. C'était notre. Ils vont vous envoyer des fleurs, ils vont vous faire rentrer pas dans le jeu, ok? Moi, je suis là, regarde-moi, et je suis là, je suis plutôt libre, ok? Et bon, ok, je vais les appeler. Et, de toute façon, je vais dire, s'ils sonnent à votre porte, et vous ouvrez pas. Et là, ça a commencé à se dégeler. Et là, on a commencé à boire un coup, à fêter le contrat. Et puis, on s'est jamais quitté. Chaque fois qu'il vient à Paris, on va aller manger. Et ça a été une des plus belles révélations. On est allé au mariage d'Arles de Dieppe. C'était fabuleux. On a joué au tennis ensemble. Une personne remarquable. Est-ce que tu t'es mis une plus grosse pression qu'avec les autres du fait de l'entretien avec le père? Non, parce qu'en fait, c'était un peu quand j'allais en entretien, c'était la vie ou la mort, quoi. C'est-à-dire que je lâchais rien. Donc, j'arrivais à pouvoir, en fait, m'éclater avec quelqu'un qui allait me confier ses intérêts, mais je connaissais un petit peu déjà les ficelles, et j'ai utilisé pas mal de ficelles, qui sont des ficelles qui sont... Il y en a qui envoyaient des fleurs, moi je faisais autre chose, j'ai jamais donné d'argent ni quoi que ce soit, j'ai jamais fait de cadeau, mais j'utilisais à un moment donné des appuis qui me permettaient en fait d'être en pole position, parce que j'étais IMG McCormack, j'avais une marque derrière, j'avais des références en tant qu'ancien joueur, j'avais des références en tant que client, donc à un moment donné je rassurais énormément, et un contact qui faisait qu'il me confiait les intérêts de son fils. Et Daniel, c'est fait partie aujourd'hui des gens que j'aime revoir, que je prends toujours des nouvelles à Dieppe de ses parents parce que enfin bon, c'est vraiment une histoire très sympa avec Dieppe. Et puis Dieppe est un mec que j'adore, juste, voilà, c'est un mec, on est sur la même feeling, même fit, voilà, on partage les mêmes choses, on se comprend. Il suffit qu'on se regarde pour se comprendre. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, j'étais donc patron de l'IMG à Paris et je cherchais un agent pour gérer en fait tous les clients existants. Et j'ai proposé à Arnaud de venir. Il est venu, il a travaillé 1 an et demi. Malheureusement, le business ne lui a pas plu et c'était une époque qui était différente. Et on en garde un excellent souvenir, mais on n'a pas pu continuer ensemble. Et je le comprends, mais on avait juste besoin de se regarder pour savoir exactement ce que l'un et l'autre avions dans notre tête. C'était comme ça, c'était au feeling. J'adore. Comment t'expliques que sur le circuit, quand tu jouais, tu étais aussi, entre guillemets, dilettante et qu'après, dans ton métier, tu es devenu un tueur? C'est simple, c'est que en tennis, j'avais pas de qualité en fait qui me permettait d'être un tueur et je me suis vite rendu compte que j'avais appris le tennis, je dirais trop tôt, sur une méthode qui était la méthode française de l'époque, mais qui était plus en adéquation avec l'évolution du tennis. Okay. Ça veut dire que je suis resté dans le passé et j'ai jamais pu me réactualiser. Et ça, je l'ai senti très très vite. Alors que dans le métier d'agent, j'ai eu une marque qui était derrière. Ça veut dire que j'avais une marque forte. J'avais un taulier qui était Patrick Croisy, qui était un mec fort. J'avais un réseau international qui était fort, donc je me devais d'être fort, en fait. Et c'est ce qui a fait que ça s'est enchaîné, tu vois. Et je me suis dit, là, c'est vraiment ma chance parce que j'ai tout pour moi, quoi. Je veux dire, j'arrive au bon moment avec la bonne société, les bonnes personnes autour. Et là, je dis, là, je vais faire un carton parce que là, je vais rien lâcher. Et je me suis étonné moi-même parce que, franchement, sur un interview d'un recrutement, j'étais, c'est dur de dire j'étais bon, mais je lâchais rien, quoi. Je veux dire, je savais, quoi. J'avais réponse à tout, quoi. Je veux dire, j'avais pas un point faible, quoi. Je veux dire, celui qui me disait non,
J'en ai eu 2-3 qui me disaient non, hein, on en parlera, c'est Yannick et Mauresmo. Mais les deux, je suis allé à l'attaque, ils m'ont dit non, mais je me suis battu jusqu'à la fin. Hein, j'ai rien lâché, hein, je veux dire, et je leur disais, hein, de toute façon, je lâcherai rien. Hein. Je reviendrai demain, je reviendrai l'année prochaine. Ils se marraient, mais ça a été l'époque aussi où la signature de Cédric Pioline, parce que Cédric, c'était un peu ça. Cédric, il était chez ProServe à l'époque. Ouais. Et Cédric, je lui ai toujours dit, j'ai dit, Cédric, un jour, tu baisseras la garde, et là, je te choperai, et je te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Cédric était un vrai concurrent, en fait, de toute la bande de joueurs que j'avais. C'était Guy, c'était Arnaud Butch, c'était Santoro, c'était SQD, tout ça. Et c'était le seul qui était à l'extérieur. Et ça me rendait fou parce que Cédric est un mec qui était un peu introverti, mais qui était fort. Et pour moi, il était sous-exploité. Donc, un jour, il a baissé sa garde. C'était à l'US Open. S'il écoute ça, il va se rappeler. Et là, je suis monté dans sa chambre. J'ai dit, est-ce que je peux te voir? Et là, je lui ai fait petit A, petit B, petit C. Et là, j'ai dit, écoute, Cédric, regarde-moi. Et même pas en rêve, et tu viens pas chez moi. OK? Et on y est arrivé à se rencontrer à un moment donné qu'il fallait parce que le timing était bon. Alors qu'on l'aurait fait plus tôt, il aurait été mauvais. On l'aurait fait plus tard, c'était trop tard. Et à ce moment-là, eh ben, on a passé une dizaine d'années et toujours, on s'appelle parce que c'est un mec qui est aussi formidable. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer autant de mecs formidables. Tu vas me dire, ils sont tous formidables, mais ils sont formidables. Et Cédric, on se met au golf, on joue au golf, c'est un enfoiré parce qu'il joue bien, et on lâche rien, et on se marre, et on parle du passé, et on parle du futur, et on a toujours un sujet de conversation qui est top. Et... Par rapport à ProServe, quel a été le plus beau deal que tu as signé sur sa deuxième partie de carrière avec une seconde agence? En fait, avec Cédric, tout avait été fait au départ. Il était chez Nike, donc il ne pouvait pas être mieux. Après, ce qu'on a fait, c'est que… Et Dunlop, les raquettes? On lui a expliqué par A plus B que financièrement, il perdait beaucoup d'argent. Étant donné le simple fait qu'il était 40 semaines par an à l'extérieur de la France, ouais. Il n'avait pas intérêt aujourd'hui à y rester. Donc, je dirais qu'on lui a fait sentir la possibilité, en fait, de se délocaliser parfaitement. Et ce qui lui a effectivement, à un moment donné, rendu énormément service. On est arrivé au bon moment. Après, les deals on a signé pas mal de deals, ça a été repris, mais on a très très bien travaillé sur les garanties à l'époque. Ouais. Voilà. Ouais, parce que c'était un joueur qui avait fait finale de l'US Open et finale de Wimbledon. Donc, un Français comme ça, il a gagné Monte-Carlo. On a très bien travaillé sur les garanties et je pense qu'on a fait du très bon travail pour lui. Et moi, j'ai une anecdote sur Cédric, c'est sa finale à Wimbledon, parce que c'est sa finale à Wimbledon, il joue une demi-finale, il bat Stich de manière formidable, et il joue Pete Sampras, qui était imbattable à l'époque, et la veille, on va dîner tous ensemble, il y avait Guy qui était là, et on va dîner tous ensemble chez Lorenzo, qui était notre restaurant italien à Londres, chez Maya et Lorenzo qui nous attendaient tous les soirs parce que c'est là qu'on mangeait le plat de pâtes, c'était fabuleux. On avait pris un verre de rouge, Cédric un peu moins, mais il était avec Pierre Chiré, son coach. On était une bande de 4, 5, 6, en fait, on s'est bien amusé et puis je me rappelle de m'être retrouvé, on était un peu, euphorique. On se retrouve sur le trottoir en train de fumer une Marlboro rouge. À l'époque, je fumais pas du tout et je crois que j'ai dû transpirer à la manière. Il a fallu que je m'assoie, tout ça, avec un verre de rouge à la main et on s'est retrouvés tous les trois comme des cons en train de se dire putain, mais sans déconner, la vie est belle. Et le final de Wimbledon le lendemain. Et là, on est avec une Marlboro rouge en train de fumer une clope et c'était marrant. Il s'en grillait une, Cédric aussi? Oui, il s'en grillait une. Oui. C'est bon ça. Bon, hein, pour se la kiffer un peu et puis. Oh là là, je me rappelle, je transpirais comme un malheureux. Un athlète à l'époque, Régis, c'est pour ça. Et le lendemain, on était dans la tribune, là, tous en train de regarder le match. Là, et, bon, franchement, c'est des super souvenirs. Un de tes clients qui fait une finale de Grand Chelem, c'est quand même le top.
Pas trop déçu quand même de l'échec? Non, parce qu'à l'époque, Sampras est plus fort, donc il servait trop bien. Donc, Cédric, il fallait être au maximum. Et puis, je crois que si on part mal, eh ben, c'est l'escalade, parce que c'est des mecs qui vous laissent pas respirer. Donc, Sampras trop fort, mais Cédric, super parcours. Est-ce que avoir signé Cédric, c'était la première vengeance que tu as pu avoir auprès de ProServe? Ouais, mais je me rappelle même plus s'il était chez ProServe. Je sais qu'il était géré par Péruvien. Oh là là, je me rappelle plus. Qui travaillait pour ProServe, mais je me rappelais plus. Non. Jorge Selkeld? Non? Non, pas Jorge Selkeld, un autre là qui gère actuellement, qui gérait Zverev là. Tu sais, celui, comment il s'appelle? Je le ressortirai. C'était quelqu'un qui, voilà, je lui ai tapé. Mais bon, franchement, j'étais content de le faire parce que de toute façon, j'avais pas d'état d'âme. Quand j'arrivais sur un truc, je m'en foutais. J'attaquais. Et puis, En toute objectivité, Régis, quelle était votre force par rapport à ProServe et Octagon? Comment tu les percevais, ces concurrents, et concrètement, c'était quoi votre force? Ils étaient bons à l'étranger. Moi, je voulais pas qu'ils soient bons en France. Donc, moi, je partais du principe que si j'allais voir un jeune, que j'avais déjà Guy Forget, Henri Lecomte était chez IMG, mais n'était pas géré par moi. J'avais Arnaud Butch, j'avais Cédric, j'avais des tauliers, quoi. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils signent ailleurs, quoi. Je veux dire, moi, j'ai toujours dit, la concurrence m'a toujours dit, je représente trop de joueurs, j'aurais pas de place, en fait, pour toi. C'est complètement faux. Moi, je leur disais, au plus j'ai de joueurs, au plus j'ai de force. Donc, autant que tu te mettre dans le sillage de ces joueurs, et grâce à cette force, je pourrais avoir des trucs que les autres n'ont pas. Je veux dire. Ouais. Donc, je pense que c'était vrai, et je me suis toujours battu contre ça. Donc, après, moi, j'en ai toujours fait une force parce que j'avais la pression d'IMG déjà, j'avais la pression de ne pas perdre le futur numéro 1 mondial. Donc, j'ai signé, je dirais, sur 10 joueurs, j'en ai dû avoir 2, 3 ou 4 qui ont réussi, mais j'avais également beaucoup de déchets. J'avais 6 joueurs peut-être que j'ai signés et qui n'étaient pas le moment de les signer parce que j'avais la pression du groupe. Plutôt que de les voir partir, je les prenais moi, quoi. Financièrement, c'était des grosses pertes, un joueur qui perçait pas comme tu voulais? Non, c'était pas de la perte, c'était mon temps. Donc, d'accord. Okay. Moi, j'ai jamais travaillé sur des garanties, j'ai jamais proposé de l'argent. Donc, moi, j'ai proposé mon savoir, mon expérience et l'expérience du groupe mondial. Mais j'ai jamais proposé autre chose. Est-ce qu'on peut passer sur un personnage aussi atypique que surprenant, que déroutant, que tout ce qu'on veut, à savoir Marc Rosset? Oh, Marco, c'est extraordinaire. Marc, j'ai signé, il était jeune, il avait 18 ans, il venait de gagner, je crois qu'il était numéro 1 mondial junior, je crois, ou un truc comme ça. Marc, c'était fabuleux, grand coup droit, atypique complètement, pas très convivial. Oh, Marco, c'est un joueur à gros potentiel. C'était un joueur à gros potentiel. En Suisse, il y avait pas grand monde à part Jacob Lasek. Et on se dit que Marc fait partie de notre priorité. Donc j'attaque, père et parents banquiers. Donc j'ai rendez-vous à Genève, à la banque, pour expliquer le bien fondé. Je vois Marc. Bon, Marc, il faut savoir il n'est pas d'un accueil extrêmement chaleureux si on ne le connaît pas. Je lui ai proposé plusieurs fois de faire un podcast, il ne m'a pas forcément répondu de manière chaleureuse. Non, c'est pas un grand chaleureux. Donc, je connais très bien son coach, Stéphane Aubérer, qui m'oriente un peu. Et puis, je rencontre ses parents formidables, banquiers, top, rien à dire, bonne éducation. Et après, donc, je me mets à gérer Marc au meilleur que je peux. Et Marc, étant suisse, dirigé par ça a été difficile déjà d'avoir sa signature parce que j'étais français déjà. Ce qui est pour un Suisse est un peu, il n'aime pas trop. Ah ouais. Donc j'ai réussi quand même, oui, parce que c'est toujours le français et le grand frère en fait de la Suisse. Donc les Suisses aiment bien ne pas avoir à se servir de français. Néanmoins, c'est IMG, c'est une marque américaine, donc c'est une boîte américaine. J'arrive à le convaincre parce que il est quand même, il a sa personnalité. J'arrive donc à travailler avec ses parents, ça se passe bien, mais relation compliquée parce que très demandeur,
très soucieux, me challengeant énormément, me posant un certain nombre de questions, intelligent. J'arrive grâce à ça en fait à trouver un deal chez Diadora qui se passe bien et puis il me challengeait sur les badges les badges en Suisse c'était pas facile donc je réussis à lui trouver 2 badges et là la confiance est intervenue parce qu'il s'est aperçu que j'avais beaucoup travaillé pour lui, que je m'étais décarcassé et que j'avais réussi en fait à lui trouver 2 sponsors, c'était San Pellegrino et un autre, je me rappelle plus à l'époque. Primagaz, je crois, Primagaz. Et on a fait un bon bout de chemin ensemble. Je pense une dizaine d'années, ça s'est bien passé. J'allais le voir sur Gstaad, j'allais le voir partout en fait. Et on a eu des rapports cordiaux. Voilà, jusqu'à la fin, ça s'est bien passé. Je suis allé le voir quand il a joué la finale de la Coupe Davis à Fort Worth, États-Unis-Suisse. C'était au JO quand il a gagné la médaille d'or? Non, parce qu'au JO, c'était une épreuve par équipe. En fait, c'était une délégation suisse, donc je ne pouvais pas le voir là-bas. Donc, les JO ont été très importants pour lui parce que pour la Suisse, gagner une médaille d'or, c'était génial. Donc, c'était énorme. Donc, ça m'a aidé en fait à pouvoir bien travailler pour lui parce que la Suisse est un petit pays. C'est vrai que c'était une star. C'est vrai qu'il a été numéro 10 mondial, mais pour sortir du lot, c'est quand même pas évident. Et le fait qu'il ait eu une médaille d'or a fortement contribué à ce que je puisse travailler là-bas sur place, quoi. Voilà. Et pourquoi l'avoir orienté vers Diadora et pas Adidas ou Lacoste et qui t'avait des appointances régulières? Parce que c'est simple. C'est simple, c'est qu'à l'époque, la Suisse est un petit pays, est un petit marché. Donc, automatiquement, le joueur de tennis est moins sous les feux de l'actualité. Alors après, bien sûr, on peut parler du cas Federer, mais Federer est un cas à part. Mais donc, ce qu'a fait, c'est qu'il n'a pas, en fait, il a été numéro 10 mondial, mais il n'a pas fait assez de résultats dans les grands chelems pour pouvoir passer du marché suisse au marché international. D'accord. Donc, il est resté sur le marché suisse, qui représentait très peu de licenciés. Alors que si jamais il avait fait un grand coup, il pouvait, je dirais, intéresser les plus grandes marques. Et là, il est resté sur son marché. Alors, il a bien travaillé avec eux, mais c'était beaucoup moins important que ce que pouvait être un joueur français. Et là, toujours, c'était pas évident pour lui de le comprendre, mais malheureusement, c'était le cas, quoi. Avant de basculer sur Bennett et Mahut, quels étaient les quelques joueurs de ton époque qui étaient des purges, des mecs qui c'était impossible de leur choper des contrats ou vraiment qui t'intéressaient, mais pas du tout, quoi? Non, mais j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu de joueur que je ne pouvais pas vendre. Parce que je pouvais pas me permettre, en fait, de travailler pour quelqu'un et de ne rien lui apporter. C'était impossible. Oui, mais dans ce cas-là, tu préférais ne pas travailler pour lui. Oui, mais pour Marc, j'ai fait du boulot et j'ai fait du bon boulot parce que il est passé 10e, j'ai obtenu des bonnes garanties. Il a fallu gérer ces garanties à Bâle, à Gstaad. Il a fallu faire du travail pour lui. Mais j'ai jamais pris un joueur sans penser que je pouvais le vendre. Ou alors au bout de 6 mois, j'arrêtais. Je disais, écoute, désolé, malheureusement, tu gagnes pas assez de matchs pour que je puisse travailler pour toi. Parce que dans mon recrutement, c'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agent, il est bon en même temps que pouvait être un joueur. Si le joueur gagne et que l'agent ne suit pas, c'est pas bon pour le joueur. Et pareil pour le sens inverse. Ça veut dire qu'un agent, il va être très bon, mais il va pas pouvoir avoir des deals. C'est pas un prestidigitateur, l'agent. C'est quelqu'un qui va travailler pour que derrière, le joueur puisse gagner des matchs. Et j'ai toujours expliqué que sans match gagné, on ne pouvait pas travailler. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il devait s'attendre à rien. Par contre, le potentiel pour pouvoir gagner était là. Mais il fallait que le joueur travaille avant que l'agent puisse commencer à travailler. Mais c'était mon rôle aujourd'hui de les protéger et de les éduquer et de les former pour qu'ils puissent arriver à gagner des matchs. Ça, c'était important. Et à partir de ce moment-là, on pouvait travailler. Est-ce que tu as des noms de joueurs avec qui tu as dû arrêter en cours de route? Est-ce que c'était particulièrement dur de le faire? Comment tu gérais? Oui, on a eu plusieurs joueurs, mais bon, comme on avait des contrats de 2-3 ans, il ne s'agissait pas d'arrêter un contrat avant terme. C'était d'arriver jusqu'à la fin, pas le renouveler. Mais ça, c'était, on passait autant de temps pour l'un ou l'autre cas à ce que les choses se passent bien. Moi, je me rappelle très très bien. Alors, il ne s'agit pas de dénigrer. C'est dur de donner des noms. Je prends le cas parce que c'est un cas qui est hyper positif
ce que je vais te dire, c'est hyper positif. Donc, c'est un cas qui était le cas d'Amélie Castera. Amélie Castera était une jeune joueuse qui avait gagné l'Orange Bowl, qui était très performante, mais c'était à l'époque de Martina Hingis. Elle jouait très très bien au tennis, mais elle n'avait pas les capacités pour pouvoir en fait arriver à être 10e ou 15e pour des raisons uniquement de tempérament. Ça veut dire qu'elle avait peut-être pas le talent du Martina Hingis, bien sûr, mais qu'elle n'avait pas, elle stressait et que la pauvre, elle était très intelligente, mais elle stressait et elle n'arrivait pas à concrétiser en fait tout ce ses parents avaient émis de souhait pour elle. Ouais. Et à un moment donné, à 16 ans ou à 17 ans, je me rappelle, j'ai eu 18 ans, j'avais eu son père. Il lui dit, écoute, vraiment, il faudrait qu'elle se consacre à ses études, qu'elle reprenne une activité normale de fille de son âge et qu'elle fasse des études parce qu'elle est tellement intelligente qu'elle ne peut pas jouer. Elle est trop intelligente pour jouer au tennis à un haut niveau. Okay, qu'il fallait être un peu starbé pour jouer au tennis, ce qui est la vérité. Et aujourd'hui, tu remarqueras, si tu vas voir Amélie Castera, elle a fait un chemin mais fulgurant. Elle a une énorme poche chez Carrefour. Elle était chez AXA avant. Elle fait partie d'un lobbying politique très, très, très important. Elle est mariée avec des enfants au président de la Société Générale, je crois. Et elle a formidablement réussi. Mais là, ça fait partie, en fait, d'une franchise qu'il faut avoir et le dire, oui, ça peut passer. Mais après, de dire si à un moment donné, il y a vraiment des doutes, non, il faut la jouer franche, quoi. Je veux dire, il faut franchement, je veux dire, il ne peut pas gâcher une carrière de quelqu'un si jamais on a d'énormes doutes, parce que ce serait trop faire de mal à la personne qui est quand même impliquée. Yes. Julien Bennett et Nico Mahut, qui sont deux gars à peu près de la même génération. Deux amis, éducation top, parents formidables. Que dire carrière super. Je vais commencer par Nicolas Mahut, Angers, réunion avec les parents formidables. Je crois que rien ne peut mieux se passer avec Nico. On a commencé à travailler ensemble, on était très contents, il part chez Lacoste, enfin tout va bien. Son contrat de représentation, je me rappelle, il m'avait donné un accord, je me retrouve et quand on demande un accord, il faut vite signer parce qu'il y a toujours des rapaces derrière qui peuvent faire le chemin à l'envers. Donc, je me souviens, je prends un taxi, je file à la gare Saint-Lazare. Il prenait son train pour aller jouer un petit tournoi à Deauville. Et là, je le chope, je lui fais Nico, t'as oublié de signer son contrat. Et il signe le contrat sur une borne de compostage. C'est génial. À mourir de rire. Fabuleux, on s'en souvient encore. Aujourd'hui, tu ferais signature électronique, non? Non, moi j'aime bien le contact. Ouais, sur Old School. Non, Nicolas Mahut, fantastique. Il n'y a rien à dire. Carrière géniale. Pro Lacoste. Hein. Je crois que si tu mets la chaussette du mauvais côté, je crois que tu te fais découper. Hein. Image Lacoste, pour moi, ça représente un peu le même style que Guy Forget. C'est top, propre sur lui, rien à dire. Super joueur. J'aurais aimé qu'il gagne plus de matchs en simple parce qu'il avait vraiment les capacités. Il en a gagné beaucoup, mais je pense qu'il méritait d'en gagner un peu plus. Il a gagné beaucoup en double, il a fait une carrière formidable, rien à dire. J'aime beaucoup Nicolas, voilà. Rien à dire de plus. J'espère qu'il va être très bon en après-carrière. Bravo. Non, on n'en doute pas. Il est top. Il est top. Voilà. Bennett, pour moi, c'était Bennett Mahut, c'était les deux inséparables. Bennett a fait une carrière très sincèrement au-delà de ce que je pouvais imaginer, parce que c'est pas tous les jours où un mec arrive à battre Federer à Bercy. Ouais. Là aussi, personne n'en parle, mais le mec, il a battu Federer à Bercy, ce qui est, quand on sait le nombre de matchs que Federer a perdu, c'est quand même fabuleux. Accrocheur, bon esprit. Le seul problème qu'il a à Bennett, c'est vraiment chiant, c'est qu'il a un gros potentiel au golf, donc il peut me faire chier rapidement. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Il la frappe très forte et très haute, donc ça, c'est un peu gênant. Autrement, Bennett, il a la tchatche, il a le contact, il a le verbe, il va réussir formidablement dans les médias pour moi. C'est un mec qui doit avoir une émission pour lui. C'est un
pour moi, je le vois bien. Alors là, pour l'instant, il est capitaine de Fed Cup, mais je le vois bien en chroniqueur. Il connaît bien les sports, il voit juste, il est pertinent, il est excellent, il parle bien. Je le vois bien comme un Dugas chez RMC, avec 2 heures pour lui, où il invite, où il fait des trucs un peu à lui, quoi. Je veux dire, il mérite une belle émission, Bennett. Je le vois bien, il est bon, il est très bon. Il est temps de passer à Yannick et Amélie, du coup, que tu as a priori pas Ouais. réussi à signer. Enfin, est-ce que tu es resté sur un échec ou non, au contraire, est-ce que tu as réussi à les avoir à un moment donné? Non, Yannick est chez ProServe. Quand je veux aller chez ProServe, j'y vais pas, donc je vais chez IMG. Le mec s'endort dans le taxi, donc je me dis si à un moment donné, je sais que c'est l'agent de Yannick, donc je me dis si à un moment donné tu peux lui retourner la situation, tu le feras sur Yannick, et c'est un truc qui m'a hanté toute ma carrière. J'ai dit je l'aurai, donc ok. Donc chaque fin de contrat, j'allais voir Yannick, mais Yannick est un mec que j'adore, c'est mon pote, mais il est fidèle. Donc la fidélité est passée avant l'amitié, et bravo, et je le considère comme une qualité énorme. Donc j'ai pas pu le signer, même si à un moment donné je croyais bien que j'allais faire le hold-up, mais j'aurais bien aimé travailler avec Yannick, même si je sais que c'était difficile parce que c'est un original, et voilà, donc c'est pas évident de le gérer, mais c'est quelqu'un que j'aurais aimé travailler avec parce qu'il a d'énormes qualités, et puis il avait surtout un marché qui est un marché énorme et qui représentait beaucoup de possibilités au niveau business, et ça m'aurait fait plaisir de travailler avec lui. Voilà, j'étais pas loin, mais j'ai bien fait. En fait, je m'aperçois qu'il a bien fait de dire non parce que comme ça, c'est très bien, quoi. Je veux dire, Vous n'avez pas tout mélangé, quoi. Non, on va pas tous les mélanger, exactement. Donc ça, c'est ça. Puis Amélie Mauresmo, donc Amé, j'ai toujours dit que je travaillerais un jour avec elle. J'ai même réussi à la prendre comme co-directrice en fait de l'Open GDF, et toujours en lui disant Amé, j'aurais été ton agent, j'aurais beaucoup mieux négocié mon deal avec le patron du Gaz de France. Donc franchement, tu devrais me confier tes intérêts parce que il y a encore des trucs à faire. Mais elle m'a toujours dit non, en rigolant bien entendu. Mais elle avait peut-être, comment vous dire, Amélie, elle a toujours eu les bonnes décisions. Donc je pars du principe où elle a bien fait de pas signer. Elle a toujours pris les bons coachs avec Loïc Courteau. Elle a pris toujours les bonnes décisions. Je pense que c'est bien, elle a fait une énorme carrière, et bravo pour elle, mais j'aurais bien aimé m'en occuper parce que c'était vraiment là, je pense qu'on aurait pu faire du très bon boulot au niveau international avec Amélie. Ce qui est dommage pour elle, c'est qu'elle a gagné Wimbledon le jour de France-Italie en Coupe du Monde. Ouais, c'est passé à la trappe. Et malheureusement, elle est passée à la trappe, et malheureusement, elle n'a jamais pu récupérer parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, il y avait moins de com. Et je pense qu'elle en a pâti parce que gagner Wimbledon pour une joueuse française, on parle toujours de joueuses françaises ou joueurs françaises qui échouent, mais elle a gagné quand même 2 grands chelems. Et puis elle a gagné quand même Wimbledon en 2006 de manière. C'est en 2006, hein, je crois, oui, c'est la Coupe du Monde. C'était quand même fantastique, c'est un exploit extraordinaire. C'est fabuleux. Ce gars de ProServe, là, comment on l'appelle, le mec qui s'endort pas. Donaldel. Ouais. Donaldel. Le narcoleptique du taxi. À quel moment tu as eu la sensation d'avoir une petite vengeance personnelle, professionnelle dans ton parcours? Oh. Parce qu'il s'est quand même bien foutu de ta gueule. J'ai pas eu un moment, j'ai dit, mais vu que j'ai quand même réussi à signer beaucoup de joueurs et à faire du bon travail avec IMG, je pense que lui, il était sur un autre niveau. Il était aux États-Unis, donc très sincèrement, il s'en foutait, et il a raison, hein, attention. Hein. Moi, je m'en suis servi comme motivation personnelle, ce qui est normal. Hein. Chacun essaye de trouver une motivation pour aller plus loin. Mais bon, je l'ai croisé à chaque fois à Roland-Garros, je lui disais bonjour, tout va bien. Mais bon, très sincèrement, je sais pas quoi dire. Pour moi, c'est une anecdote qui est sympa, mais basta, c'est tout, quoi. D'accord. Je m'en suis servi pour me battre sur les recrutements, mais bon, il t'a rendu service au final. Tu as fait une carrière grâce à lui chez IMG, quoi. Non, mais c'est exactement. C'est qu'à chaque fois, je dis, mais franchement, merci, vieux, parce que je suis allé exactement dans la société qu'il fallait, au moment voulu, et j'aurais été chez ProServe, j'aurais été vraiment beaucoup moins bon, quoi.
Proisy revenait chez IMG. Donc, Ouais. Proisy était chez Procer en train de s'occuper de Noah, et après Proisy est parti chez IMG, et moi je suis arrivé avec lui. Donc, ce qui a permis en fait de s'éclater. J'ai préféré travailler avec Patrick Proisy plutôt que travailler avec Donald Dell, qui n'est jamais là, et si j'avais été chez Procer. Et quand tu es devenu directeur France d'IMG, quel regard tu portais sur le Régis qui était rentré un peu par la petite porte Là aussi, ça s'est fait naturellement. À un moment donné, Patrick part, bon, on me demande, j'accepte. C'est une grosse satisfaction parce que je me remémore en fait du petit joueur que j'étais et qui avait vraiment aucun background, rien du tout, quoi. Je connaissais rien du tout, quoi. Je veux dire, j'ai appris sur le tas, quoi. Je veux dire, j'ai appris grâce aux personnes que je rencontrais, quoi. Je veux dire, donc j'ai fait mes propres études tout seul, quoi. Je veux dire, c'était pas évident. 1, apprendre l'anglais, 2, travailler sur le juridique, 3, apprendre à négocier, 4, arriver à recruter, 5, essayer de comprendre tout le mécanisme des sociétés, connaître sa société, pouvoir travailler avec tous les représentants étrangers et qui rendent des comptes, comment développer un bureau, comment développer des événements, essayer de... C'était pas évident, quoi. Je veux dire, parce que la France, c'était un petit pays, donc il fallait avoir une renommée internationale dans un petit pays, donc il fallait essayer de développer tout ça, donc c'était pas évident. Donc c'était plutôt une grosse satisfaction, même si l'esprit de IMG a complètement changé. McCormack est mort en 2003, il a été racheté par Ted Swordsman, qui était quelqu'un qui voulait développer la société pour la revendre derrière, donc ce qui voulait dire faire attention aux risques, attention aux profits, attention à tous les coûts et éviter que ça se casse la gueule, quoi. Je veux dire, donc c'était une gestion qui était complètement différente de ce que j'ai connu. Donc il a fallu m'adapter aussi. Il a fallu adapter le fait de rendre des comptes, d'avoir plus de surveillance, que le seuil de rentabilité soit plus haut que ce qu'il n'était. Enfin bon, c'était quand même pas évident, quoi. Comment tu as développé la division golf et foot en parallèle? Ça s'est passé comment? C'est à l'époque où c'était à la fin des années 90 où j'ai dit à Patrick, écoute Patrick, il faut que je fasse autre chose parce que quand on gère pendant 15-20 ans une quinzaine de joueurs, même avec une assistante, on est un peu émoussé, quoi. Je veux dire, c'est dur. Il fallait que je fasse autre chose, que j'évolue, quoi. Je veux dire, pour moi. Et je lui ai dit, j'aimerais bien monter une plus grande société de représentation. Et je pense que dans le football et dans le golf, il y a la possibilité de faire de l'argent. Donc, est-ce que tu me laisses la possibilité de le faire? Il m'a laissé la possibilité de gérer ça. Donc, j'ai rapidement développé en prenant des agents, en fait, parce que le milieu du golf, je le connaissais en tant que pratiquant, mais pas en tant que business. Donc, j'ai pris Patrice Marquez à l'époque qui était sur le circuit et qui voulait se repositionner et réactiver en fait un petit peu son business tout seul. Et on a commencé donc à travailler avec Patrice et avec notre bureau de Londres qui était prépondérant parce que c'était tout le golf venait de notre bureau à Londres pour pouvoir développer une antenne en France et gérer des joueurs français, tout ça avec l'accord de Londres. Donc Londres m'a donné cet accord aussi indirectement et on a signé après Grégory Avray, Raphaël Jacquelin, Thomas Levet, en fait, qui était un ami de Patrice, et puis des petits jeunes qui à l'époque il y avait Olivier Edmond, il y avait Victor Dubuisson, et on a commencé à gérer cette division qui a bien marché. On gérait à peu près 5, 6 ou 7 joueurs, et ce qui nous permettait en fait de pouvoir de gérer des business autour en fait des joueurs qui étaient le circuit professionnel de la fédération. On a trouvé le sponsor Allianz, ou de pouvoir gérer la reconduction du contrat, pas du contrat, mais du Trophée Lancôme. Le Trophée Lancôme s'est arrêté en 2003 et on a eu l'idée de proposer à Canal+ de faire un événement en commun de golf en septembre parce qu'il y avait un manque là-dessus. Et cet événement, après, au lieu de le faire entre IMG et Canal+, c'est la maison mère en fait Vivendi qui a trouvé l'idée excellente et qui l'a organisé avec nous comme consultants à Joyenval pendant, je crois, 3
Voilà. Ouais. Donc, on essayait de développer tout ce business avec notre bureau de Londres et avec Patrice sur les différentes activités golf. On a aussi aidé la Fédération française à obtenir la Ryder Cup parce qu'il fallait du lobbying énorme. Donc là aussi, on a travaillé avec la Fédération et particulièrement Pascal Grisot pour que derrière, je dirais, ils puissent rencontrer les bonnes personnes pour que les votes puissent aller dans le bon panier et pas dans la concurrence. Et on a réussi je pense qu'on a été assez performants pour pouvoir, gérer ça. Donc, c'était plutôt une bonne réussite. Après, comme on dit, tout a une fin et le problème de la rentabilité de la division prenait un coup parce qu'il n'y avait plus de Ryder Cup, il n'y avait plus de Vivendi, il n'y avait plus que des joueurs. Les joueurs gagnaient un peu moins, donc ce qui voulait dire moins de commissions. Et puis, l'actionnaire devenait de plus en plus demandeur entre les seuils de rentabilité et ce qui a fait que malheureusement, on a été obligé d'arrêter cette division à notre plus grand regret parce que voilà, mais on aurait bien aimé continuer. Voilà. Donc en fait, tu as recruté des agents et tu es devenu un peu manager d'agents pour le Voilà. golf, toi. Donc j'avais en fait un agent dans le tennis qui travaillait avec moi C'est qui? pour les joueurs, un agent. On a eu à l'époque, on a eu Nicolas Barthès, donc qui est passé après chez Nike, qui n'est pas pu rester. Ouais. On a eu Julien Chauvin, on a eu Morgane Menahem et après on a eu Nicolas Lamprin. J'avoue que ça a été et Arnaud Di Pasquale. 5. J'ai pas, en fait, mon plus gros regret, c'est de ne pas pu avoir légué, en fait, toute cette gestion de joueurs de tennis à quelqu'un qui puisse l'entretenir et la redévelopper. Mais on a été confronté aussi à l'achat d'Arnaud Lagardère dans le business du sport qui a confondu sponsoring et management, ce qui a fait que ça a écroulé totalement notre business et que lui faisait à la fois du sponsoring et de la représentation. Donc, on pouvait pas se battre contre quelqu'un qui donne de l'argent à un joueur pour le représenter. Ouais, petit crochet en arrière, je t'ai parlé que de joueurs masculins de tennis, mais est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes pour faire on va pas faire la balance parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des hommes, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous relayer une ou deux histoires sympas avec les filles que tu as pu accompagner? J'ai loupé en fait les deux qui auraient pu être intéressantes au niveau business, qui était un Marie Pierce, qui était géré par IMG, mais par quelqu'un à l'international, et également Amélie. Moi, malheureusement, je me suis planté. J'ai fait 3 recrutements qui étaient pas légitimes parce que ça n'a pas percé. Ça aurait pu percer. C'était Amélie Cocheteux qui avait gagné les juniors à Roland-Garros. Angel Sido qui avait un jeu extraordinaire mais qui malheureusement n'a pas pu percer non plus. Et puis la troisième, c'était Nathalie Dechy qui a une bonne carrière mais qui malheureusement en fait qui a fait une très bonne carrière mais qui n'avait pas le potentiel pour faire plus, quoi, en fait. Et le tennis féminin, malheureusement, j'ai pas eu les résultats que j'aurais pu avoir en ayant Marie Pierce ou Amélie Mauresmo, quoi. Okay. Pourquoi GDF n'existe plus, le tournoi? Dans tout événement, comme ça a pu être le cas dans le Trophée Lancôme, à un moment donné, il y a des changements de direction, il y a des changements de responsables de la communication qui ont fait que, ils ont malheureusement décidé unilatéralement de préférer Roland-Garros à un partenariat à Roland-Garros que de suivre et de poursuivre l'événement qu'on a organisé en février à Coubertin, qui a fait que GDF a décidé de renoncer. Donc c'est dommage parce que c'était un tournoi qui avait sa part de réussite. C'est un tournoi qui gérait en fait un petit peu la médiatisation du tennis féminin en début d'année, qui était bien placé, qui avait un partenaire fiable, solide, qui aurait pu continuer, mais malheureusement. Et puis à cette époque, la fédération avait un président qui était un président faible et qui n'a pas voulu en fait aider le tournoi à exister. On a proposé à la fédération un certain nombre d'actions pour qu'ils puissent aujourd'hui nous subvenir à nos besoins et malheureusement ça n'a pas pu être fait. Voilà, donc ça, c'est parti comme ça du jour. Tu t'es éclaté toi dans le rôle de directeur du tournoi? Oui, c'était très intéressant. Ouais. C'était très intéressant. Puis c'est un tournoi qui marchait bien, mais c'était de plus en plus difficile. On a surfé sur le succès d'Amélie Mauresmo pendant un certain nombre d'années, qui était à la fois bon pour elle comme à la fois bon pour nous. Donc
l'important sur un tournoi local comme ça, c'est d'avoir la meilleure française et qu'elle joue bien, parce que ça démontre la médiatisation de l'événement. Après, une fois qu'Amélie a arrêté, malheureusement, on n'avait personne pour la remplacer, donc c'était un peu plus difficile. Le public est encore de plus en plus difficile à faire venir. On avait organisé avec les ligues de toutes les ligues de France des partenariats qui pouvaient permettre de faire venir des gens à des montants qui étaient intéressants, mais après, c'est comme tout, hein. À un moment donné, il y a du succès, à un moment donné, on est un peu au creux de la vague, et ce creux de la vague nous a valu le GDF Suez. Quelle est aujourd'hui ta vision du tennis actuel, féminin et masculin, de ton œil d'expert? C'est un long sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire très attention parce que, il n'y a pas de gouvernance dans les instances internationales, donc chacun est libre de faire le business qu'il veut. Ce qui veut dire, c'est que c'est un peu l'anarchie dans tous les calendriers. On le voit avec ce qui se passe dans le coronavirus. L'ATP fait ce qu'il veut, le WTA fait ce qu'il veut, les grands chelems font ce qu'ils veulent. La Coupe Davis, qui était traitée par l'ITF, n'a pas véritablement été remplacée par un succès. Donc, je pense qu'il faut rapidement remédier à ça et que le tennis retrouve sa voie, parce que le sport évolue, le sport est un spectacle. Et un spectacle, il faut que les téléspectateurs et les spectateurs qui viennent sur les événements soient contents. Et pour moi, le tennis est trop long aujourd'hui. Je crois que tous les clients que j'appelle les téléspectateurs et les spectateurs ont besoin que ça se passe plus vite. Ils ont besoin de zapper. Ils ont besoin maintenant, ils sont sur leur téléphone, sur leur plaquette. Le e-sport arrive de manière assez agressive sur les jeunes générations. Donc, est-ce que les jeunes générations vont continuer à aimer le sport comme les aînés l'aiment aujourd'hui parce que nous, on connaît l'histoire? Je sais pas. Et puis, je crois que les changements de règles devraient intervenir plus rapidement. Je trouve ça dommage que le tie-break a été formidable. Le tie-break a été une innovation géniale. On peut plus laisser maintenant les spectateurs pendant 3, 4 heures, 5 heures sur un court. Ils ont besoin de bouger. Donc, je pense qu'il faut raccourcir tout ça. L'ATP fait des choses intéressantes avec la next génération, mais je pense qu'il faut bouger. Je pense que maintenant, on peut plus se permettre d'avoir des gens qui attendent à la porte comme à Roland-Garros pour rentrer sur un truc parce que ça fait 40 ans égalité, 40 ans avantage et tout ça. Ça, c'est plus possible, quoi. Je veux dire, il faut qu'à un moment donné, à 40 ans, il y ait un point unique qui permette de créer l'attention et de laisser l'attention aux clients. Et je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Je suis surpris à part l'ATP, que personne n'y pense. Je crois qu'on va voir parce que les 3 incontournables vont peut-être arrêter, je dirais, dans les 3-4 ans qui viennent. Mais je pense que la nouvelle génération était très forte, mais je pense qu'il va falloir faire quand même attention pour garder le tennis aussi haut qu'il ne l'était. Est-ce que tu pourrais faire ton métier aujourd'hui, dans les conditions actuelles, avec autant de plaisir que tu l'as fait à l'époque ou différemment? Enfin, comment tu verrais cette activité si tu devais la faire aujourd'hui? Non, aujourd'hui, tout est différent. Aujourd'hui, on parle tout a changé aujourd'hui. Avant, la médiatisation, il y avait quoi? Il y avait que les images télé et éventuellement des photos de joueurs dans les journaux. Maintenant, tout dépend du nombre d'abonnés dans les réseaux sociaux, tout dépend de ce que l'on dit hors du court. Aujourd'hui, il ne suffit pas de gagner des matchs, il faut être aussi intéressant sur le court qu'en dehors du court, que ce soit bien ou que ce soit en mal. Moi, je pars du principe où il faut qu'on parle de soi. Donc, un joueur qui a un mauvais caractère, il faut qu'il ait très, très mauvais caractère. Quand je vois Benoît Paire casser des raquettes, je dis bravo. Surtout, continue à casser des raquettes, mais par contre, quand il y a un point pour une balle de match, ne la loupe pas parce que si tu casses des raquettes, il faut gagner des matchs. Kyrgios, je me régale, moi. Je m'en fous qu'il soit 4e ou 2e mondial, mais j'aime bien les points qu'il fait. Je me régale parce que c'est le seul joueur que je regarde. Parce que il invente un spectacle. Okay, Gaël, mon fils, invente un spectacle. J'aimerais juste que quand il y a des matchs importants, il puisse être performant. Parce que si en plus, il fait le show et qu'en plus il gagne, ça va être une star interplanétaire. Okay, mais autant il faut être mauvais à l'extérieur et il faut être mauvais caractère, mais il faut surtout gagner des matchs. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut intéresser le client en dehors. Parce que sur le terrain, on en a marre, c'est trop long.
Donc, il faut qu'à un moment donné, le caractère de chaque joueur ou joueuse soit quelque chose d'intéressant pour le client. Et ça, on s'en aperçoit, ça a changé formidablement bien par rapport à toute mon époque. Moi, mon époque, c'était retransmission télévisée, Roland Garros et puis basta. Aujourd'hui, si on a 5, 10 000 ou 15 000 ou 100 000 followers, là, on intéresse des marques. Alors que dans le cas, auparavant, c'était juste une photo dans le tennis magazine, quoi, je veux dire. Donc, ça a changé complètement. Mais aujourd'hui, tous les showman ont une énorme carte à jouer. Je vois les Benoît Paire, les Corentin Moutet, il a des trucs à dire, mauvais caractère, génial, super Kyrgios, j'adore. Maintenant, voir Nadal encore 5 heures se combattre, c'est fabuleux, mais ça intéresse moins le spectateur. Il a besoin juste de voir la balle de match, de voir 4-5 jeux avant, ouais, mais c'est tout. Federer, fabuleux, génial. Mais avant, on avait McEnroe. McEnroe, il cassait les raquettes, il insultait, et en plus, il gagnait des matchs. Voilà le type de joueur qu'on a envie de voir. Jimmy Connors, il y a des trucs à dire. Ouais, il y a des trucs à dire. Voilà, ça plaît au public. C'est ça qui donne le caractère de la star. En quelle année tu as pris ta retraite? C'était en 2015. En 2015, j'ai quitté IMG. Donc, ouais. en tant qu'agent pour gérer vraiment les joueurs, j'ai quitté en 2003-2004. Ça a été dur pour toi, ouais. Ou une suite logique, finalement, un soulagement? Disons que je suis arrivé au bout, quoi. Je veux dire, j'avais plus de patience. J'étais vraiment dans les cordes, quoi. Je veux dire, j'avais besoin de faire autre chose, quoi. Je veux dire, on peut pas faire ce métier pendant 30 ans. C'est vraiment dur. Je l'ai fait pendant 15, 16 ans, 17 ans, et là où malheureusement j'ai échoué, c'est que j'ai pas réussi à trouver le petit jeune qui arrivait et qui allait me remplacer. Mais comme je dis, c'était de toute façon, c'était la fin d'un cycle, sachant que Lagardère arrivait avec ses gros sabots et malheureusement ne nous laissait plus espérer de pouvoir représenter un joueur dans les conditions du passé. C'était plus possible. On ne pouvait pas nous perdre d'argent pour représenter des joueurs. Nous, on avait besoin d'utiliser notre cervelle et notre savoir et notre passé pour pouvoir en fait les utiliser. Mais à partir du moment où on perd de l'argent sur un joueur, dans l'économie actuelle du sport qui était chez IMG, c'était plus possible. C'est Lagardère qui gérait Richard, les droits de Richard? Oui, mais Richard a été client chez nous pendant 5-6 ans, même plus, 7 ans, 8 ans, jusqu'au moment où Arnaud Lagardère s'est pris d'affection pour lui et a voulu le conseiller. Mais c'était dans l'intérêt de Richard de pouvoir suivre Arnaud Lagardère, parce que Arnaud Lagardère faisait des conditions qu'on était incapable nous de faire. C'était pas possible, quoi. Je veux dire, ça allait au-delà de notre business. On ne pouvait pas se permettre de faire. On était incapable. C'était pas du tout dans notre philosophie de la gestion de clients. Impossible. Aujourd'hui, tu es encore consultant, c'est ça? Non. Oui, je suis consultant comme ça, mais je dirais que j'ai pris purement ma retraite pour. Je regarde un petit peu. Je m'occupe pour. J'ai essayé un petit peu, mais je crois que je préfère jouer au golf aujourd'hui. On est plus tranquille sur les greens. Pour terminer ce deuxième épisode, Régis, j'ai quelques questions de fin. Quel est l'échec quel est le plus gros regret vis-à-vis de ta carrière? C'est une question de timing, mais quand j'ai géré Roger Federer, j'étais déjà en fait en phase, je dirais, descendante de ma carrière. J'aurais aimé l'avoir au plus haut niveau et avec tout mon temps et d'avoir pu gérer, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu au tout début et que j'aurais bien aimé garder si j'avais été suffisamment focus sur ce business-là. C'est un peu un regret, mais c'est sans être un regret, parce que j'étais déjà un peu sur la fin, quoi, je veux dire. Mais ça, c'est mon plus grand regret. Ouais. Ton métier, c'était quoi? C'était 360 jours par an sur le terrain, non? Oui, c'était surtout, en fait, d'être sur le qui-vive à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Ça veut dire, la fin d'un contrat, mais quand on en gère 10 ou 15, il faut toujours être focus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où on se dit on est tranquille. Non, on n'est jamais tranquille, parce que soit on est en concurrence avec un agent, soit il y en a un qui gagne et qui bien sûr va être contacté par un autre agent. On est fin de contrat avec Lacoste et on n'a rien, qu'est-ce qu'on va lui dire?
On a besoin de trouver un contrat pour le maintenir content, heureux, tout ça. Donc c'est en fait c'est la perfection en fait qui prend énormément de jus et de temps. Et alors quand on en gère un ou deux, ça va, quoi. Je veux dire, on parle de Tony Gozzi qui gère Federer, il a un client, il sait exactement ce qu'il doit faire, mais il est serein parce que c'est sa société et la société de Roger. Donc c'est pas pareil, le business il est pas pareil. Mais quand on en gère 10, 15, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, c'est compliqué si on aime le travail bien fait. Voilà. Quel est l'échec qui t'a le plus appris? Pour moi, c'est le fait de pas rejoindre ProServe. Pas rejoindre ProServe, ça m'a plus appris parce que j'ai dit, ok, j'y vais pas, mais je suis fait pour ça, quoi. Tout cas, en fait, négatif devient un côté positif, en fait. Et ça, dans les carrières, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on part de chez Nike, ok, grâce au fait de partir de chez Nike, j'atterris chez IMG. Et c'est toujours une mauvaise nouvelle en apporte une bonne. Et ça, c'est un peu la vie en général, je trouve. Quelle a été ta plus grande fierté, ton plus bel accomplissement dans ta carrière? C'est quand un joueur dit qu'il est content. Voilà, mais bon, c'est difficile parce qu'un joueur, il dit jamais qu'il est content, mais on le sait, on le sent. Quand on gère des clients, le plus important, c'est qu'ils soient heureux. Donc, j'estime que si j'ai gardé aussi longtemps des bonnes relations avec tout le monde concernant mes joueurs et mes clients, ça me fait plaisir parce que quand j'ai un Deep qui m'appelle, quand j'ai un Clem qui m'appelle parce que voilà, quand j'ai Bennett, quand j'ai Guy, on partage, quand j'ai Arnaud Butch, quand on parle du vieux temps avec Pioline, ça c'est des souvenirs fantastiques, quoi, je veux dire, parce que ça c'est un vrai soutien en fait des gens avec lesquels on a travaillé et qui sont réceptifs parce que ça reste des amis. On a fait une période de vie dans leur business qui est inégalable. Et ça, c'est génial. Ouais. Appeler des parents, j'ai appelé là récemment monsieur et madame Rosset. On garde des bons souvenirs. C'est des gens qui nous touchent. C'est toujours des rapports humains qui font que ça reste un accomplissement qui est inégalable. Toi qui as passé ta vie à gérer des contrats et qui dit contrat dit argent, aujourd'hui, quelle est ta définition de la richesse? Alors ça c'est une très bonne question. Pour moi, de plus en plus, je pense aux choses simples de la vie qui sont des choses comme un repas, un sushi avec Clément et avec Arnaud et Deep. Pour moi, ça c'est la richesse parce que on sait qu'en sushi, on est nickel, quoi. Je veux dire, on délire. Mais on passe un temps qui est irremplaçable, quoi. Je veux dire, ça c'est génial. Une partie de golf, on n'a pas besoin. L'argent, peu importe. Moi, ce que j'aurais buté et ce que j'aime pas du tout, surtout actuellement, c'est tout ce qui est en rapport à l'argent, quoi. Je veux dire, les gens n'ont rien compris, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux. Non, c'est pas ça la richesse. La richesse, c'est les amis, la famille, les passe-temps et puis passer du bon temps ensemble. Et surtout la fidélité et la reconnaissance et c'est ça qui pour moi est le plus important. Tout le monde passe son temps à dire j'ai plus que toi ou un truc comme ça, mais c'est ridicule, quoi. Quand on voit une pandémie comme on voit aujourd'hui, on est content d'appeler ses amis, quoi. Je veux dire, ça c'est la richesse. Le reste s'en fout, quoi. Quelle a été l'expérience la plus incroyable de ta vie? Ça c'est une bonne question. Ça c'est une très bonne question. J'ai une expérience qui est incroyable. J'ai 17 ans, je joue les internationaux de France junior. J'ai un copain qui s'appelle Hervé Picard, qui est un pote de tennis, qui était dans l'équipe de France cadet avec moi, et on s'entend bien. Et un jour, il me dit, à Roland-Garros, il me dit Régis, ce soir, tu viens avec moi. Je lui fais, écoute, non, je vais au cinéma. Je peux pas venir avec toi, et puis après je me couche tôt, j'ai un match le lendemain. Elle me fait écoute, non, viens, on va aller dîner avec Jimmy Connors, Chris Evert et Bill Riordan qui est leur agent. J'ai fait ok, d'accord, allez, okay, encore, tu me dis des conneries, va te faire voir, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de tes galères, j'en ai déjà suffisamment, tu vois, j'ai besoin de gagner mon premier ou deuxième tour. Laisse tomber, je vais au cinéma, ok, bon d'accord, ok, tu vas où? Sur les Champs-Élysées, je vais voir peut-être tel film. Et j'arrive, je vais voir ma séance de ciné, je crois que j'étais seul ou avec un pote. Et plein milieu du film, j'ai mon pote qui arrive et qui me dit, viens, on y va. Il me tape sur l'épaule, il me dit, viens, on y va. Je
dis ok. Donc j'attends la fin du film et puis on se retrouve à 8h. Je lui dis qu'est-ce que tu fais? Ben, viens avec moi, on a rendez-vous. J'ai fait bon ok, c'est où? J'ai dit écoute, tu sais, c'est au Hilton, à côté de la Tour Eiffel. Il y a un restaurant en bas, c'est un restaurant américain, on nous attend. Et j'y crois pas un instant. Pour moi, je vais dîner avec lui et puis voilà, basta. Et derrière, je rentre. Et là, j'arrive et devant la table, il y a Chris Evert, Jimmy Connors et Bill Jordan, et il y a 2 places libres. Et vu mon état de mon anglais et tout ça, et là, je dis à Hervé, je dis attends, tu m'as pas quand même fait ça, quoi, je veux dire. Il me fait ouais, viens, je te présente. Et là, il me présente à Jimmy Connors, qui était la star, mais international, qui venait à Paris une fois tous les 10 ans et que tout le monde idolâtrait, Chris Evert, qui était sa fiancée, et son agent. Et il me présente comme la nouvelle star du tennis français des 10 prochaines années. Donc on se met à table, et je te raconte pas les conversations qu'on a pu avoir, parce que je comprenais rien du tout. Et on se retrouve après à partir, j'ai fait, mais t'es vraiment un malade mental. Et il dit à Bill Jordan, Bill, toi qui es un agent, vieux, celui-là, je te le garde, crois-moi, tu en entendras parler. Bien sûr, le lendemain, je prends 2-7. Et c'est un truc de fou, quoi. J'ai dit, rencontrer à 17 ans, dans des conditions comme ça, 2 joueurs qui sont là uniquement pour se cacher parce qu'ils ont une idylle ensemble avec leur agent, et je retrouve, donc c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc, ça m'a fait marrer parce que c'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Je veux dire, T'as réussi à pas être trop timide pendant ce dîner-là? Je me rappelle plus, j'étais effondré, quoi. J'ai dû rien dire parce que je disais pas beaucoup en anglais, donc là, j'ai dû faire la plante verte, quoi. Je veux dire, mais c'était un truc incroyable. Comment est-ce qu'on gère une vie de couple quand on est sur le circuit comme ça, tout le temps par Mons et par Vaux, dans les hôtels, les machins? Enfin, comment t'as fait pour gérer? Ah bah moi très sincèrement, je suis pas ni star ni quoi que ce soit, et moi j'arrivais, je savais que j'allais passer 2-3 jours dans un tournoi pour montrer à mes joueurs que je venais les voir et s'ils avaient besoin de moi, que j'étais là. Mais bon, tu sais, je voyageais, j'allais à l'US Open chaque année, j'ai fait 25 ans d'US Open, j'ai fait 25 ans de Wimbledon, j'ai fait 50 ans de Roland-Garros parce que j'étais à Roland-Garros à l'âge de 14 ans au championnat de France minime, donc j'ai été cobaye de la fédération, donc tu vois, comment te dire, tu sais plus où tu voyages, j'allais à Gstaad, j'allais en Europe, mais j'allais pas beaucoup aux États-Unis. Tout était réglé, quoi, je veux dire, oui, j'allais à Miami parce que c'était un tournoi IMG, donc c'était top. Au mois de mars, on se faisait 10 jours à Miami, 3 jours de meeting, 4 jours de meeting, et puis on faisait 5 jours de vacances. C'était top. Miami, c'était fabuleux. Ouais. Mais bon, c'était la belle vie. Hein. C'était top. C'était bien logé, bien nourri. Une vie de rêve. Est-ce que tu bouquines un peu? Et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie que tu nous recommanderais? Un seul? Oh, ben c'est le livre de McCormack, tout ce que vous n'avez pas connu à Harvard. Mais ça, c'est le bouquin que je recommande à tout le monde parce que c'est un bouquin qui est simple et qui est facile à lire. Moi, tous les bouquins qui sont difficiles à lire, j'arrive pas à finir la première page. Donc, mais ce livre, il est sympa parce que c'est vraiment une histoire humaine. Voilà. Un film? Oh, Le Loup de Wall Street, j'adore. T'aurais bossé dans la finance si t'avais pas été agent? Oh non, j'aurais pas pu. Non, j'aurais pas pu. Le Loup de Wall Street, c'est marrant parce que j'ai trouvé ça génial. Mais c'est tellement fantastique. Il faut être né dedans. C'est une vraie vocation. C'est des trucs de fou. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Maintenant, je serais incapable de faire pour. J'aime pas assez l'argent pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais je peux comprendre qu'on puisse être addict et puis qu'on puisse tomber dedans, quoi. Quel est le concert le plus dingue auquel tu as assisté? Oh, le concert, j'en ai deux. J'ai la jouissance de voir ton pote Yannick remplir Bercy. Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça génial parce que tu te rappelles, tu sais, les années avec son manche-disque quand il arrive de Yaoundé et qu'il a 11 ans et qu'il commence à chanter. Et puis tu t'aperçois derrière, tu vois, tu as un flashback, tu te dis, tiens, il a rempli Bercy. Il a rempli 80 000 personnes pour chanter ces chansons de Saga Africa, ces trucs-là. Je dis, mais t'es vraiment un extraterrestre, quoi. Je veux dire,
moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça top. Et puis avec mon fils Tom, Coldplay au Parc des Princes. J'adore Coldplay. Je suis pas très concert, mais Coldplay au parc, et c'était quand même c'était sympa. Quels seraient les mots du Régis d'aujourd'hui au Régis qui se lançait dans sa reconversion professionnelle pour le driver, un peu le coacher? Il y a un truc qui est absolument nécessaire, c'est avec tous les réseaux sociaux, c'est rencontrer du monde, donner sa carte, s'intéresser à ce business, ne pas lâcher, aller dans les cocktails, aller dans les avant-premières, aller dans tout, et puis d'avoir un culot monstre. Moi, j'adore les jeunes qui ont ce culot parce que quand on est dirigeant, enfin moi personnellement, j'ai toujours accueilli les jeunes avec énormément de sympathie, parce que c'est tellement dur que aujourd'hui il faut vraiment avoir du culot et ne pas avoir de frontières, de pas avoir peur de rencontrer tel ou tel. Non, il faut y aller, il faut passer par, si c'est pas par la porte, c'est par la fenêtre, et puis et s'intéresser au business, tout connaître. Il faut tout savoir sur la personne que tu rencontres. Il faut pouvoir être intéressant, judicieux, clairvoyant, et surtout avancer, et surtout être généreux dans ses rapports humains. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? Je suis pas trop citation. Joker, très important. Une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast, à qui tu donnes le relais et que tu pourrais nous aider à avoir. Là, pour nous, Régis, c'est une question de survie. Il y a Georges Goven aussi. Ah, mais Georges Goven, on a essayé de lui demander il n'y a pas longtemps et il a répondu oh, moi, tout ce qui touche au tennis aujourd'hui, j'en ai ma claque, oubliez-moi. Ça m'étonne pas, mais il faut continuer. Bon, bah génial. Un grand merci, Régis, d'avoir pris le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Régis, pour terminer? Rester comme ça. Un trou en un? Voilà, un trou en un. Un trou en un. Ça, j'aimerais. J'en ai fait un, mais il m'en faut un deuxième. Ah, t'en as déjà fait un? Énorme. Oui, j'en ai fait un, mais il m'en faut un deuxième, putain. T'es combien? Je suis 6. Ah ouais, tu touches bien, ouais. Ouais, je touche. Si jamais, tu sais, le golf, tu sais jamais combien tu vas jouer. Hein. Après, Tu touches ta bille. Hein? Tu touches ta bille. Ouais, des fois, elle part droite, écoute. T'as déjà joué avec Rafa? Non, j'ai jamais joué avec Rafa. Il joue bien, il paraît. Il paraît qu'il joue 0, ouais. Ça m'étonne, ça, putain. Ouais, il dit que s'il n'avait pas été joueur de tennis, il aurait aimé être pro de golf. Putain. C'est fou. Putain, Hein. lui, il a l'énergie. Et lui, il a le mental. Incroyable. Hein? Incroyable. Bon, Régis, encore un grand merci et à la prochaine. Merci à toi. Ok. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci à Arnaud Di Pasquale de nous avoir mis en contact avec Régis. C'est grâce à ces coups de pouce que le podcast vit et c'est aussi grâce à vous et vos commentaires qui nous poussent à continuer chaque semaine. Alors venez nous dire de suite ce que vous en avez pensé. Ça nous fait chaud au cœur, surtout si ça vous a plu. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se joue en matière de podcast. Et vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube et surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli parce que ça fait connaître notre contenu et nous permet de vous régaler avec des invités très cool. Un grand merci à Seb qui nous écrit « Merci pour ce super boulot. Mon ami Arthur m'a fait découvrir vos podcasts et depuis je ne décroche plus. Super à tout point de vue. J'ai d'ailleurs acheté et lu plusieurs livres recommandés dans certaines interviews. Le livre de Fab Sparrow. Alors, Seb, c'est Fab Sbarro, ne pas confondre avec Pirates des Caraïbes. Donc son livre sur la stat, le livre de Inner Game, la reco de Julien Cassaigne, le pouvoir du moment présent également. Bref, je parle de ce podcast à tous les empires du tennis. Déjà, merci d'avoir pris le temps de nous écrire ces quelques lignes. Venez en faire de même, et s'il y a justement une autre technique à mettre en place, et qui fait la diff, c'est le bouche à oreille. Je vous garantis que ça marche. Alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, on a des ressources qui vont vous plaire. La première, c'est les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100. Ce contenu vous aidera à jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. La seconde, c'est les 4 clés d'optimisation statistique de notre expert, donc Fabrice Sbarro, qui travaille avec le coach de Daniil Medvedev entre autres. C'est 1h14 de contenu offert qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu. Croyez-moi, j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans. C'est le deuxième lien en description. On a plein d'autres surprises qui arrivent les semaines à venir. D'ailleurs, si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee, ça fait chaud au cœur.
Ce podcast, c'est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode, et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Foncez récupérer vos ressources offertes pour progresser. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite les légendes. Ciao.